Moi, Keïta, j'ai fini avec Ado. J'ai fini avec lui il y a longtemps. C'est Dieu qui est en train de régler contre Dado. On a dit élection, là, il a volé. On dit il n'a pas gagné. Ah ah. Moi, j'ai dit ça il y a des années. J'ai dit il n'a jamais gagné en 2010. Bago Laurent, ça va à la CPI. On dit il n'est pas responsable de quelque chose. Mais deux se battent. On dit il n'est pas responsable de l'autre. Maintenant, toi, maudit, là, je ne sais pas comment tes parents t'ont mis au monde. Je ne sais pas par quel procédé tu es né. Tu dis Ado. Non, on s'en fout d'Ado. On ne mange pas chez lui. Hein? Tu crois qu'il reste combien d'années à Ado? Oufou est mort. Mbedi est mort. Notre grand prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. C'est pas ça? Le Christ est mort. Et ton Ado là, tu crois qu'il est éternel? Toi, petit bâtard qui est là, on va te demander pourquoi tu le soutiens demain. C'est devant Dieu que tu as parlé, c'est pas à nous. Parce que nous, on se cherche dans notre tombe demain. On prie Dieu qu'on n'ait pas de problème avec Dieu. Mais vous qui soutenez l'insoutenable, parce que Dieu dit, tous ceux qui vont s'associer à ceux qui commettent le crime, l'iniquité, je vais vous frapper tous. Prie Dieu que tu te ressaisisses avant ta propre mort minable. Parce que le jour là, Alassane est couché dans sa tombe là, il va se chercher lui-même. Il va même pas penser à vous. Parce que ce qu'il attend dans sa tombe là, c'est Dieu seul qui sait. Et comme toi tu es maudit, tes parents t'ont mis au monde, ça n'a aucun sens pour toi. Il faut le suivre. Dieu va te poser question dans ta tombe. Est-ce que ça c'est le problème de Keïta? Il s'en fout éperdument, il continue sa route. Idiot, tu crois que tu as gâté quelque chose ici jusqu'à ta mort, parce que j'ai la baraka, j'ai la bénédiction. On n'est pas même chose. On ne sera jamais même chose. Quand les petits minables viennent parler, moi je les regarde et puis je ris. Alors on va continuer. Vous avez entendu? Petit bâtard là, jusqu'à ta mort, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'élever et puis chanter comme ça pour toi? Te rendre hommage. Moi, on me rend hommage. Ce n'est pas ça seulement, hein. Il y a quelqu'un qui a été extrêmement gentil, qui m'a amené quelque chose aussi. Alors, j'étais en train d'écouter, et puis Gauss vient me dit, ah, papa, je comprends pas, pourquoi il y a ton nom ici? J'ai dit où ça? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça là. Et je n'ai rien compris. Je ne sais même pas c'est qui. Vous allez écouter. Petit maudit là, est-ce qu'on peut dire ça? Poussière danse autour de mes pieds, les échos des montagnes, le vent m'ouvre des secrets. Je le connais pas. Est-ce que si tu n'as pas marqué ton passage sur la terre des hommes d'une marque indélébile, est-ce qu'on peut chanter pour toi? On prend ton nom, on met dans l'ordinateur et puis l'ordinateur chante avec ton nom. Maudit, là. Jusqu'à ta mort, personne ne te connaîtra. Moi, au moins, déjà, les ordinateurs commencent à chanter mon nom. Ah, voilà, c'est ici. Dans mon cœur, une chanson. J'ai remarqué au bord du fleuve, je m'arrête. Regard perdu vers l'horizon. Et tout du désert résonne. Ça là, je ne connais même pas. Le gars, ferme la porte là, et puis tu me laisses travailler. Sors, tu me laisses travailler. Tu vas où? Tu vas prendre quoi? Alors, moi, c'est ordinateur maintenant qui chante loin de Keïta. Ça là, c'est pas Dieu donné. Petit bâtard là, tu ne seras rien. Est-ce que tu peux te comparer avec quelqu'un comme ça? Ordinateur même chante. Ordinateur même chante loin de Keïta. Les hommes ont chanté, jusqu'à ordinateur, machine même chante. Toi, petit bâtard là, qui te connaît? Raté et pervers, qui te connaît? Maléfique et satanique. Pervers et ignorant. Déraciné et dégradé. Mort, vivant. Vivant, mort. À quoi tu ressembles? Tu veux faire quoi là? Laisse ça. Faut pas gâter la clé là, faut laisser. Laisse. Faut aller. Si tu veux prendre du jus, j'ai mis plein de jus dans le frigo là-bas. Prends le grand là, il y a du jus là-bas, tu prends ça. Ou bien tu prends ici,
Il y a jus de pomme ici. Tu prends le grand là, tu vas avec. Prends la grande bouteille là, tu vas avec. Ok, faut aller. Et bon, il faut te débrouiller avec ça. Bon, il faut qu'il se signale qu'il est là, quoi. C'est sa façon à lui de dire aux gens qu'il est là. Bon, il est pressé pour avoir petit frère. Il dit, il faut attendre, ça arrive, ne te presse pas, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Alors, ça fait 2 jours, 3 jours, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu échanger. Il y a beaucoup de choses. Je vais commencer par le Burkina, si vous voulez bien. Mais avant de commencer par le Burkina, je voudrais vous rendre compte d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec un de mes jeunes frères, Boubou Mabel. On a eu à échanger. Il m'a fait rire, il dit, Koro, il dit, Abdul Nyang m'a envoyé une de tes vidéos là. Il dit, Boubou, il faut écouter ton grand frère, il est grave. Il dit, il arrive quand il est tombé à terre. Il dit, Boubou, il faut laisser ça. Alors, on a parlé, parce que je suis tombé sur une intervention de Boubou. Beaucoup de gens peuvent croire peut-être qu'il y a quelque chose entre les gens et moi. Il n'y a aucun problème, vous me connaissez. Moi, je ne suis pas rancunier. Merci à toi, Bachili. Moi, je ne suis pas rancunier. Je dis ce que j'ai à dire et puis j'avance. Ce qui fait que Dieu me fait énormément de faveurs parce que mon cœur est tellement petit, il n'y a pas de place pour la haine. Mais quand je dois parler, alors là, mon esprit est grand, je parle. Mais mon cœur n'a pas de place pour la haine. Je dis ce que j'ai envie de dire et puis c'est fini. Je ne garde pas rancune. Alors, vous vous souvenez qu'il y a des moments où j'ai même interpellé Boubou, j'ai interpellé même Abdul Niang, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé sur l'intervention de Boubou. Et dans cette intervention, j'ai vu que Boubou faisait véritablement un plaidoyer. Il interpellait les autorités de la transition, plus particulièrement le président Assimi Goïta. J'ai pris le temps, je l'ai écouté, et puis le lendemain, je l'ai eu au téléphone. Puisque c'était vers les 2h, 3h du matin que quand je travaillais, j'ai écouté. J'ai dit, donc, j'ai écouté ce que tu as dit. J'ai l'impression que tu es venu m'écouter pour parler. Il dit, Koro, c'est le même esprit, on travaille. Et puis on a échangé. Il dit, Koro, voilà ce que je propose. Puisque on va vraiment aborder ça brièvement. Vous savez, aujourd'hui, on a qu'à être honnête. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, soyons honnêtes, ce sont les jeunes gens sur les réseaux qui ont consolidé le pouvoir d'Assimi Goïta, qui ont amené la population à être résilient. C'est les mêmes réseaux qui ont consolidé le pouvoir d'Ibrahim au Burkina. Ce sont les mêmes réseaux qui ont consolidé le pouvoir du général Tiani à Niamey. Curieusement, l'AES met sa confiance au Mali et demande au Mali de construire une communication au regard du fait que le Mali est pionnier. Malheureusement, ceux qui ont eu la gestion du dossier n'ont jamais fait appel à ceux-là même qui ont fait connaître Assimi Goïta au monde entier. Ceux-là même qui étaient les soldats d'Assimi Goïta sur les réseaux. Parce que quand vous menez le combat pour la souveraineté, Assimi Goïta l'a dit. Tous les ministres le répètent. L'AES le répète à longueur de journée. Il y a ce qu'on appelle le terrorisme communicationnel, le terrorisme de l'information. Mais qui sont les armées de l'AES qui combattent le terrorisme des médias, le terrorisme de la communication? Là où nous on accepte de se salir, ah non, les soi-disant professionnels, ils disent non, on ne se salit pas. Je vous demande d'aller regarder la dernière émission de Défense aux citoyens. La dame là, elle a parlé de ça. Celle qui présente Défense aux citoyens. Je crois qu'elle est militaire, je crois, la dame. Allez écouter ce qu'elle a dit. Les journalistes ont abandonné le navire il y a longtemps. Les journalistes ont déserté il y a longtemps. Malheureusement, ceux encore qui se battent pour le pouvoir, souvent commettent des erreurs. Et il n'y a pas de cadeau. On les attrape et puis on les met en prison. Mais ce que le président Assimi Goïta doit comprendre, la plupart des procureurs
des juges, des magistrats qui sont en fonction. Lui n'a pas nommé, à part la Cour suprême qui a été, comment on appelle ça, ils ont dissous, et puis il a nommé de nouvelles personnes là-bas. À part ça, là, Assimi Goïta n'a pas nommé quelque part. Donc tous ceux qui sont là-bas, la plupart ce sont des amis de Karim. Ce sont des amis de Thioulé Blé, de tous ces gens-là qui ont fui. C'est eux qui ont placé leurs hommes. Donc ces gens-là, pour amener les jeunes qui sont sur les réseaux à se révolter contre Assimi Goïta, dès que vous dites quelque chose, tout de suite, on prend votre propos, on le mélange. Voilà pourquoi Dieu m'a fait la grâce. Même quand souvent je vais intervenir en Bambara, j'ai dit non. C'est pas que j'ai pas envie. J'ai dit non, je vais pas intervenir en Bambara. J'ai dit je vais le faire en français. Parce qu'en le faisant en français, si tu es garçon, tu comprends français, prends ce que j'ai dit, et puis il faut tordre le cou, je vais voir. Mais quand c'est Bambara là, en français, il y a, vous savez, le français, même si on n'aime pas les autorités françaises, mais reconnaissons que la langue française, elle est éloquente. La langue française est éloquente. La langue française nous donne des possibilités qu'on appelle l'euphémisme. L'expression imagée, l'expression atténuée. Vous pouvez dire à quelqu'un, quitte là-bas, tu es un menteur. Mais le français te dit, non, ne dis pas comme ça, quitte là-bas, tu es un menteur. Tu lui dis, bon, ce que tu as dit, bon, on peut le dire autrement. Si tu dis on peut le dire autrement, ça veut dire que la personne se remet en cause. Mais tu n'as pas dit tu es menteur. Mais tu dis ce que tu as dit, on peut le dire autrement. Ça, c'est une figure de style qui respecte l'homme, qui ne l'insulte pas, mais qui remet en cause ce qu'il a dit. Voilà. Donc, le français offre cette possibilité à Keïta de temps en temps, ce qui fait que Dieu lui-même, chaque fois, parce que vous savez, pour savoir que Dieu vous aide, mais quand vous lui faites quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a une pression qui vous pousse, et quand c'est comme ça, ne résistez pas. Laissez-vous aller, ça va aboutir à quelque chose. Alors, donc, Boubou dit, c'est pas seulement Boubou. Moi, j'ai posé la question à plusieurs reprises, vous êtes témoin. J'ai dit, mais personnellement, je sais pas trop sur quels critères notre ministre de la Communication, par exemple, a été choisi. Parce qu'on aurait souhaité voir des avancées. On aurait souhaité voir le ministre marquer son passage à la tête de ce département ministériel. Mais malheureusement, on ne voit rien. Et moi-même, j'ai été surpris quand on m'a dit, les responsables de l'AES sont venus pour discuter de la communication, ils sont les mêmes rencontrés à Assimi Goïta. J'ai dit, ils ont discuté de quoi? Ou bien l'AES ne sait pas que la communication du Mali, là, c'est pas ceux qui sont en cravate dans les bureaux. Ils savent pas que la communication du Mali, là, c'est sur les réseaux. Et ils ont tout fait, ils n'ont appelé personne. Personne n'a été associé. Et pire, la dernière arrivée de Abdoulaye Maïga, notre vice-premier ministre. Vous avez vu que des gens sont allés accueillir. Mais alors, regardez la population qui allait accueillir Abdoulaye Maïga la semaine dernière et Abdoulaye Maïga quand nous avons demandé à la population de sortir. Regardez la foule et regardez ce qui s'est passé. Alors, Abdoulaye Maïga vient, même si on doit l'accueillir, est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'il faut appeler? Est-ce qu'il n'y a pas des gens? Qu'est-ce qu'ils ont contre? C'est ça qui me tue, je ne comprends pas. Nous, on a fait la première fois, on n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Moi, j'ai fait le plein de ma voiture, de ma propre poche. 5 francs, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Et même si les gens, je voyais des gens dans le besoin, je donnais l'argent. Je n'ai pas besoin que Assimi me donne 1 centime pour aller accueillir mon ministre. Mais par respect, par courtoisie, on nous dit, il faut faire ça. Donc, c'est des choses qu'on fait. C'est des choses qu'on fait par amour, par patriotisme. Parce qu'on veut que le pays avance. Mais, il y a des gens, ils sont là parce qu'ils ont mis une structure en place, c'est eux. Mais en réalité, quand vous regardez à l'intérieur de ces personnes-là, vous ne voyez même pas un communicant à la hauteur qui peut relever le défi de la communication. Il n'y en a même pas un. Vous regardez, je dis toujours, moi je manque pas de respect au ministre, mais moi je mets le ministre au défi. Je mets tous les cadres du ministère de la communication. Je les mets tous au défi. Wallah, Bilal Assimi demande, faites quelque chose, que nous mettons au défi.
Il n'y a pas un qui pourra me damer le pion parmi eux. Il n'y en a pas. Moi, je parle toujours. Hein. Et puis, je ne me vante pas. Dieu merci, quand je parle, j'ai toujours ça avec moi. Ça, c'est mon guide. Il marche avec moi partout. C'est mon Coran. S'il y a un garçon qui pense qu'il peut me damer le pion, il n'a qu'à sortir. Parce que quand c'est fait public, là, ils sont à taper, là, le monde va savoir. Ils n'ont qu'à sortir. Il n'y en a pas. Sortez, et c'est ça qui fait avancer un pays. C'est la concurrence positive qui fait avancer un pays. Mais quand vous oubliez certains, vous écartez certains, ceux qui peuvent le faire, quand vous les écartez, ceux qui peuvent, vous savez bel et bien qu'ils ont la compétence. Ils peuvent, volontairement vous les mettez à côté. Mais quel résultat vous espérez obtenir? Je ne sais pas. Est-ce que le président lui-même ne doit pas renoncer à sa politique de non-ingérence et puis commencer à regarder de près ce qui se passe? Parce que lui, il est assis à Koulba. Les gens montent et les dossiers viennent lui parler. Mais est-ce que le président n'est pas au courant de certaines choses? Il est au courant. Il a des parents, il a des amis. Les gens lui parlent, il sait. Mais pourquoi le président ne s'implique pas? Je vais vous démontrer tout de suite pourquoi Assimi doit s'impliquer. Et c'est impératif pour qu'Assimi s'implique. Ibrahim Traoré a montré la voie à son grand frère Assimi Goïta. Ibrahim Traoré a dit, quand on vous confie une mission et que vous n'êtes plus en mesure d'assumer la mission correctement, le gouvernement lui-même, il vient s'impliquer pour gérer la situation. Mais pourquoi Assimi Goïta ne fait pas ça? Pourquoi il laisse des incompétents? Je ne sais pas où se trouvent ces incompétents, mais nous voyons l'incompétence à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, ce qu'on a décidé, on a décidé que peut-être cette semaine, on va s'appeler, puisque les autorités ne veulent pas nous écouter, puisque les autorités ne veulent pas organiser ceux qui les aident, alors on a décidé nous-mêmes de nous organiser à notre niveau. Donc, vous m'avez dit, Keïta, à cause de Dieu, je te demande pardon, il faut que tu viennes pour qu'on parle. On va mettre ensemble, on va mettre nous-mêmes notre plateforme pour accompagner. J'ai dit, ça tombe bien, ça me permettra, de temps en temps, Abdoul Niang, comme lui, c'est un journaliste professionnel. Iboussi, c'est un journaliste professionnel. Moi, je suis analyste. Et il y a des choses que je vois que eux ne voient pas. Il y a des choses qu'ils voient que moi, je ne vois pas. Donc, il y a une sorte de complémentarité. Et il faut aussi profiter, je vais leur proposer mes services gratuitement. On va essayer de former les jeunes gens à la façon de parler, à la façon de pouvoir, parce que souvent quand ils parlent, ils sautent à des informations qui souvent sont un peu préjudiciables pour le pays. Donc il faut les amener à comprendre. Il y a une façon de leur dire, de donner l'information sans rentrer dans les détails. Donc puisque j'ai dit, non, comme ils laissaient aller donner des leçons à leur thème, ils ont honte. Mais moi, j'ai un diplôme qui est plus élevé que tous ces petits journalistes de l'ERTM. Même le directeur de l'ERTM, son diplôme n'est pas supérieur au mien. Moi, j'ai su faire la transition entre ce que j'ai appris sur le banc de l'école. J'ai su faire la transition entre ce que l'académie m'a donné et ce que je peux donner moi à mon tour à mon pays. Quand vous réussissez cette transition entre la formation académique et votre fonction, votre responsabilité, vous avez tout gagné. Et moi, je l'ai réussi mieux que n'importe quelle personne au sein de l'ERTM, du balayeur jusqu'au directeur général de l'ERTM. J'ai réussi pour moi mieux que... Ah, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à me mettre, il n'a qu'à faire des filles, il va voir. S'il n'est pas d'accord, c'est ça. Moi, je dis toujours, hein, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Moi, je dis, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à dire qu'il est d'accord, je suis prêt pour la contradiction. Et puis, on fait débat public devant tout le monde. C'est simple. Keïta se vante pas, il dit, connaît. Maintenant, si toi, tu dis, tu connais la bien, il t'attend. On fait débat public et puis c'est terminé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est, quand on va trouver une date, on va parler. Et que on va mettre cette petite organisation. C'est juste pour la communication, c'est pas pour autre chose. C'est pour juste puisqu'ils veulent pas nous écouter, ils veulent pas nous accompagner, ils veulent pas qu'on les aide.
Donc nous-mêmes, parce que pourquoi on vous respecte, organisez-vous. Quand vous êtes une force, quand vous êtes organisé, on vous respecte. C'est parce que nous sommes dispersés. Si nous sommes organisés tout de suite, je vous jure que le pouvoir va nous appeler. Ils vont se rendre compte de quelque chose. Mais quand vous êtes dispersés, ils se disent, on ne sait pas avec qui il faut travailler. Moi, je ne cherche pas place, c'est ce que j'ai dit à Boubou. Mon objectif, c'est que il y a beaucoup parmi eux, vous là, qui les rentrent, qu'on les recrute et qu'ils puissent travailler. Moi, je suis bien dans mon coin parce que je n'ai pas envie d'aller dans le bureau. Il faut me réveiller à 7 heures du matin. J'ai pas envie de me réveiller à 7 heures du matin. Parce que moi-même, je dors à 8 heures du matin. Comment je me réveille à 7 heures du matin? J'ai pas envie de rendre compte à quelqu'un parce que je suis dans mon petit chemin, je gagne mon argent. Alors, comme moi, je n'ai pas envie qu'on perturbe mon sommeil parce que c'est mon sommeil qui fait que je suis intelligent. Parce que ceux qui dorment beaucoup sont très intelligents, contrairement à ce qu'on vous dit. Parce qu'ils n'ont jamais la pression sur eux. Et les gens me disent toujours, pourquoi tu vieillis pas? Parce que je n'ai aucune pression sur moi. Je dors comme je veux, je me réveille quand je veux. Alors, vous allez travailler dans un bureau, vous vous réveillez à 7 heures, à 8 heures, vous avez un patron à qui vous allez rendre compte. Pourquoi je fais ça? J'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai envie de dire à des petits idiots, là, quand ils viennent, petits bâtards, j'ai envie de dire ça. Mais si je travaille à Assimi, je suis à côté d'Assimi, ou bien à côté de Sugarman, est-ce que je peux dire à quelqu'un encore petit bâtard? Je peux pas. De toute façon, je peux aller vous laisser, je peux faire ça encore. Je peux pas. Donc, je préfère rester dans mon coin, me battre pour que les petits, là, mes petits frères, eux, puissent avoir la place pour travailler avec eux, c'est tout. Moi, je cherche pas. Au nom de Dieu, je vous dis, je cherche pas. Moi, je suis bien là où je suis. Par la grâce de Dieu, je manque de rien. Mais on va mettre cette organisation. L'objectif, c'est d'accompagner la transition. L'objectif, c'est d'accompagner l'AES. Et j'espère que ça va réussir. On y tient beaucoup parce que c'est important. Et j'ai entendu beaucoup, il a beaucoup parlé, c'est vrai. Ils ont dit beaucoup de choses. Je ne vais pas le dévoiler ici, mais il est important que nous, on s'organise. Puisqu'ils ne veulent pas. Nous-mêmes, on dit quand Mahomet ne va pas à la montagne vient à Mahomet. Si ils veulent pas nous appeler, il y a la dialectique du maître et de l'esclave en philosophie, ceux qui ont fait la philosophie. La dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave, à force de travailler, est parvenu à dominer le maître. Et le maître ne peut rien faire sans l'esclave. Donc l'esclave est devenu le maître de l'esclave. Sinon le maître du maître de l'esclave. C'est ce qu'il faut faire. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Et nous allons changer les choses. En changeant les choses, peut-être que Assimi verra véritablement l'échec de l'URTM et l'échec du ministère de la Communication. Parce que quand on est comme ça, là, ils sont contents. Mais quand vous êtes bien organisé, tout de suite, on va voir tout de suite, quelque part, peut-être en ce moment, là, il va commencer à parler. C'était juste la petite réflexion que je voulais partager avec vous, pour dire que l'AES, c'est vrai que l'AES a demandé au Mali de monter le statut de la communication, mais ce n'est pas à cause de leur thème, ce n'est pas à cause du ministre de la Communication, c'est parce que nous, sur les réseaux, on a fait un travail extraordinaire. C'est nous qui avons fermé le bec à certains groupes médias de l'Occident, après avoir chassé ces gens-là. Qu'est-ce que le ministre de la Communication, qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Quand vous chassez RFI, il y a un trou qui est là. Quand vous chassez TV5, il y a un trou qui est là. Quand vous chassez France 24, il y a un trou qui est là. Qu'est-ce que le ministre de la Communication, en collaboration avec le directeur de l'URTM, ils ont fait quoi pour combler le trou? Et rien. Parce que s'ils avaient fait, on allait le voir. Un seul individu, une seule personne, a mis KO tout l'URTM, avec tous les moyens de l'URTM. Un seul individu, en France, a déstabilisé notre communication sur les plateaux de France 24. Un seul individu a damé le pion et à l'URTM et au ministère de la Communication. Il a fallu que les procureurs eux-mêmes viennent prendre en charge un dossier que les journalistes auraient dû gérer. C'est ce que j'ai dit à Bou. J'ai dit, mais Bou, les journalistes même qui ont lu le communiqué du procureur, là, est-ce qu'ils n'ont pas eu honte? En lisant, est-ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu honte? Est-ce qu'ils se sont dit qu'ils ont failli quelque part? Parce que quand vous n'avez pas la conscience de vous remettre en cause et reconnaître que vous avez failli quelque part, et vous lisez un communiqué qui met en évidence votre échec, et que cela ne vous donne pas de leçons, c'est que c'est fini. Même Dieu peut rien faire pour vous. Ils ont lu ça, ce n'est pas un problème pour eux.
Moi, je jure au nom de Dieu. Si j'avais lu ce communiqué-là, je monte chez le directeur de leur thème, je lui pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est inadmissible. On ne peut plus accepter ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le procureur fait son travail. Mais nous, à leur thème, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ils ont lu. Ils ont pris la voiture, ils sont partis chez eux. Et puis c'est terminé. Ils ont fini de lire cette... Si c'est sur ceux-là, on dit un peu communication de l'AIS là, et à la canne de Mokoy. Si c'est sur ceux-là, à la canne de moi j'ai dit pour moi, si c'est eux là. Parce que quand tu parles, il faut apporter les preuves. N'accuse pas gratuitement. Tout ce que je dis là, est-ce que les preuves ne sont pas là? Est-ce que je mens sur quelqu'un? Est-ce que j'ai manipulé quelque chose? Est-ce que les faits ne sont pas là? Les faits sont là. Le gars, lui seul, ça fait combien de temps il attend de narguer nos États? Lui seul, pendant combien de temps il est en train de narguer nos États? Lui seul. Il n'y a pas eu un journaliste digne de ce nom pour regarder ce gars-là chez nous. Alors, maintenant, on va avancer. Vous vous rappelez, j'avais dit à mon jeune frère Pessiapi d'aller doucement quand il s'agit de nos autorités et d'avoir le langage approprié parce que ce qu'il dit est d'une gravité extrême. Il parle si comme sans lui, sans ces informations, nos services de renseignement ne sont pas à la hauteur. Alors, je vais vous amener à écouter un peu le Premier ministre du Burkina. Vous vous rappelez, ce même jour, j'avais dit, l'ancien président de Cuba, qui n'est plus, qui le repose en paix, Fidel Castro, a échappé à 638 tentatives d'assassinat de la CIA. Vous avez écouté le Premier ministre de Burkina. Il dit, bon, entre lui et moi, je ne sais pas trop qui a agi, mais comme il a cheveux blancs partout, bon, vous comprenez que tous ceux qui ont cheveux blancs à côté de Keïta, c'est pas forcément qu'ils sont plus âgés que Keïta. Bon, on prend ça comme ça. Ça c'est Dieu qui fait grâce à Keïta. Hein. Et puis le Damsa aussi. Donc le Damsa est là, qui me rajeunit. On dit, tu es pardon à cause de Dieu, faut arrêter à faire des Damsa là, parce que tu deviens trop petit maintenant là. Tu deviens trop jeune. Ça nous gêne Keïta. Il dit, bon, laissez ça tomber. Alors, on revient pour dire quoi? Écoutez, je vous en prie. Le Premier ministre du Burkina dit que le capitaine Ibrahim a échappé à 116 ou 118. On va l'écouter. Si je dis un faux chiffre, c'est pas bon. On va l'écouter. On va l'écouter d'abord. Bon. Ça, c'est les enfants qui chantent l'hymne national du Burkina en langue nationale au Burkina Faso. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas invité les pays de l'AES à la francophonie, parce que nous avons dégradé le français, nous avons remis le français comme langue de travail et non langue officielle. Du fait que le français n'est plus une langue officielle, le petit PD de français, le raté, le dévergondé, le pervers qui a épousé sa propre grand-mère, le petit Macron, le menteur, le manipulateur, ceux qui dépècent et détruisent la démocratie et veulent nous imposer cette démocratie à laquelle il ne croit pas. Il a décidé de ne pas inviter nos chefs d'État, enfin nos États, à participer à la francophonie. Quoi de plus normal? Parce que nous ne voulons pas du français comme langue officielle. C'est terminé. Donc, puisqu'on l'a choisi, alors cela doit donner à réfléchir à chacun. C'est un choix qu'on a fait. Alors, posez-vous la question. Donc, on nous condamne pour avoir choisi. Alors que le fondement de la démocratie, le b.a.-ba de la démocratie, la base élémentaire de la démocratie, c'est la contradiction, c'est la liberté de choix,
C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. On dit, vous n'avez pas le droit de penser, c'est nous qui pensons à votre place, c'est nous qui disons à votre place, c'est nous qui décidons à votre place. Vous ne pouvez pas penser, vous êtes bête. C'est eux qui nous disent ça. Alors, vous croyez toujours à cette démocratie? Tant mieux pour vous si vous y croyez. Si vous croyez à cette démocratie, tant mieux pour vous. Moi, j'ai renoncé à ça il y a longtemps. Vous n'avez qu'à suivre aujourd'hui. Je vous dis toujours, je vous demande pardon. Allez suivre les élections américaines. Je vous demande pardon. Allez suivre les élections américaines, la campagne présidentielle, pour savoir que la démocratie, elle est morte il y a longtemps. Alors, pourquoi elle est morte? Une parenthèse, comme Keïta aime les parenthèses. Une parenthèse. Voilà le gouvernement israélien. Dans le gouvernement israélien, il y a ce qu'on appelle la droite radicale, les extrémistes, les nationalistes, les pro-israéliens. Mais, depuis la mise en place de ce gouvernement de Benjamin Netanyahu, on n'a vu personne au monde parler d'extrémisme en Israël. Mais pourtant, quand Marine Le Pen était face à Macron, les idiots des Français ont cru devoir diaboliser Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, ils travaillent avec ceux-mêmes qui ont la même politique que Marine Le Pen en Israël. Aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou ne tient que par ces extrémistes, les va-t-en-guerre, parce qu'ils ont fait, ils ont lu, et ça c'est Dieu qui m'a montré, ils ont lu la Bible en envers. Les dirigeants actuels d'Israël, ils ont lu la Bible en envers. La partie de la Bible qui parle de David, le roi David, hein? Nous on l'appelle Massa Suleiman. Son combat avec Goliath. Donc Israël pense toujours que Israël est David. Et que ceux qui viennent attaquer Israël, ce sont des impies, des infidèles, ce sont des Goliaths. Et ils pensent que s'il y a un combat c'est pourquoi ils ont cette façon de parler. Ils se disent que Dieu va jamais les abandonner. Mais il y a longtemps, Dieu vous a quitté. Dieu vous a quitté il y a longtemps. Dieu vous a abandonné il y a longtemps. Vous avez crucifié celui qu'il a envoyé pour nous sauver. Est-ce que Dieu ne vous a pas déjà abandonné? Dieu vous a abandonné. Vous tuez enfants, femmes, vieillards, femmes enceintes. Vous les massacrez au nom de vouloir éradiquer complètement une organisation. Depuis quand au monde on peut éradiquer complètement? Parce que l'organisation, ce n'est pas la race, c'est l'idéologie. Et une idéologie, on ne peut jamais détruire une idéologie. La preuve, malgré la mort d'Hitler, la défaite d'Hitler aujourd'hui, il y a des nazis qui sont là. Vous n'avez qu'à regarder Hitler, l'Ukraine, vous n'avez qu'à écouter les discours de Poutine, vous n'avez qu'à aller dans certains endroits où vous allez voir les signes d'Hitler un peu partout qui commencent. Le signe nazi commence à remonter un peu partout. Alors, Hitler est mort, certes. Il a perdu son combat, mais l'idéologie nazie est encore là, est encore vivante au sein de certains peuples. Je dis bien au sein de certains peuples. Donc quand il s'agit d'idéologie, on ne peut jamais éradiquer, c'est pas possible. C'est pas possible. Même une race, on ne peut pas. Sinon, Hitler a même tenté d'éradiquer les Juifs avec l'Holocauste. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Ils se blaguent, ils croient que eux, ils sont David, les autres c'est Goliath. Mais l'Iran croit en Dieu. L'Iran n'est pas un pays impie. L'Iran n'est pas une nation infidèle. L'Iran croit à un Dieu, le Dieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Dieu même d'Israël, qui est le Dieu créateur. Donc l'Iran craint plus Dieu que vous. Alors vous avez pris des voyous, des criminels, des extrémistes, et le monde n'a aucun problème avec ça. Mais le monde a un problème quand il s'agit d'Ibrahim.
Le monde a un problème quand il s'agit d'Assimi Goïta. Le monde a un problème quand il s'agit du général Tchani. Mais quand Israël prend des extrémistes pour tuer, les médias occidentaux ferment leur gueule. C'est là on dit voilà l'échec des journalistes africains. L'échec de nos offices télévision et radio de l'AES. À quoi vous servent vos salaires avec les indemnités qui vont avec quand vous êtes incapable de susciter des débats hautement intellectuels? Quand les Américains vous décryptent ou analysent les sondages, aux États-Unis, je vais fermer la parenthèse avec cette petite réflexion. Aux États-Unis, on dit les indécis, et puis on dit il y a les key states, c'est-à-dire les États clés, les États qui décident. En général, c'est 2 ou 3 États qui décident de la victoire d'un candidat, s'il sera président ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc, allez écouter, on dit les indécis, ceux qui n'ont pas encore choisi. Parce qu'il y a des gens qui sont nés démocrates, qui vont mourir démocrates. Il y en a qui sont nés républicains, qui vont mourir républicains. Mais il y a des gens qui ne se reconnaissent ni aux démocrates, ni aux républicains. Eux, ce sont les indécis. Donc, il faut les convaincre. Mais comment vous allez convaincre quelqu'un qui ne comprend rien? Mais la force chez eux, c'est quoi? Tout le monde est allé à l'école. Donc, le niveau d'alphabétisation est élevé. Donc, chacun comprend le jeu. Quand vous parlez à un public averti. Mais chez nous, on dit démocratie. Mais est-ce que nos peuples sont suffisamment avertis pour faire ça? Pour balancer? C'est pas beaucoup. Alors, chez nous, parce que la démocratie se mesure par rapport à la maturité du peuple. La maturité n'est pas forcément liée à l'éducation ou à la formation académique. La maturité est liée au fait que le peuple est engagé lui-même. Il comprend les enjeux. Qu'on lui parle en Wolof, en Bambara, en Sénoufo, en Wabé, en Guéré, en Bété, en Wojineka, peu importe la langue utilisée, mais déjà dans sa tête, il est prédisposé à écouter parce qu'il sait ce qui est en jeu. Malheureusement, nos États, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Le niveau où le peuple doit être impliqué. Ça, c'était avant l'arrivée d'Ibrahim. C'était avant l'arrivée d'Assimi Goïta, avant l'arrivée du général. Aujourd'hui, pourquoi Ibrahim est beaucoup visé? Ibrahim est beaucoup visé pour la simple et bonne raison que Ibrahim, il fait de l'éducation, de la formation. Ibrahim, il parle, il éveille les consciences. Moi, j'aurais souhaité même qu'on donne la communication de l'AES au Burkina Faso. J'aurais été très content si c'était le Burkina qui avait l'AES, la communication de l'AES à construire. Par respect, ils ont donné à Assimi Goïta. Lui aussi, il a donné à des gens qui ont montré leurs limites. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont produire, je ne sais pas. Bon, comme ils ont travaillé les Burkinabés et puis les Nigériens, on ne sait pas ce qui va sortir dedans. Donc, espérons que quelque chose de bien va sortir. Et Ibrahim, il fait la formation. L'éveil de la conscience. Aujourd'hui, le Burkinabé est beaucoup impliqué dans la politique. Il y a une chose qui est claire en politique. Ou vous faites la politique, vous décidez pour vous-même, ou vous subissez la politique, les autres décident pour vous. C'est tout. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. C'est la seule. Ou vous faites, et puis vous décidez pour vous-même, ou vous ne faites pas, vous subissez et quelqu'un décide pour vous. La politique, ce n'est pas forcément aller voter, mais c'est de comprendre les enjeux. Ceux qui viennent vous parler, qui ne croient pas qu'ils ont des idiots en face d'eux, des analphabètes, des égarés, des gens qui ne comprennent rien, des ignorants, mais qui se rendent compte que ce qu'ils vont dire, vous êtes en mesure d'apporter la réplique s'ils sont en erreur. C'est le combat que nous on mène. Malheureusement, on n'est pas soutenu. Malheureusement, on n'est pas soutenu. Il y a plusieurs façons de soutenir quelqu'un. Je ne parle pas de soutien financier, mais il y a plusieurs façons de soutenir. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Mali.
J'aurais bien souhaité être au Burkina ou être burkinabé. Je suis sûr qu'au Burkina, déjà, j'allais faire mieux que ce que je fais en ce moment. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai dit, mais pourquoi même je suis pas burkinabé? Parce qu'Ibrahim comprend les choses plus aisément. Au Mali, on a induit le président dès le départ dans une erreur. Ça fait que pour s'en sortir, c'est un peu compliqué pour lui. Moi, je comprends Assimi Goïta. C'est pourquoi je n'en veux pas Assimi Goïta. Je comprends. Parce que dès les premiers jours, on a tendu des pièges. Il y avait tellement de pièges. Il a évité énormément de pièges. Mais, il y a des pièges où il a été pris dedans. Bon, il essaie de gérer doucement, doucement, mais il a été pris dedans. Hein? Parce que quand tu arrives au pouvoir, là, il y a beaucoup de gens vont venir, les appels par-ci, par-là, blablabla. Bon, souvent, pour pouvoir te retrouver, tu prends des gens avec qui tu travailles. Mais ceux-là aussi vont mettre, bon, tu restes dans ça. Bon, comme c'est un soldat, il a été dur, mais, je peux dire à 90%, il a pu résister, mais les 5 ou 10% qui restent là, ça c'est cette partie-là, la communication, et puis l'implication personnelle dans certains dossiers, c'est ça qui est malheureux. Bon, peut-être qu'après il va comprendre, je sais pas trop, ou après il va décider, je sais pas trop, mais on espère que tout aille pour le mieux. D'accord? Alors, donc au Burkina, le Premier ministre Apollinaire est revenu sur les nombreuses tentatives d'assassinat, 116 je crois. C'est pas ça? C'est 116. Batili, c'est combien? Batili, tu es là, non? Faut me dire, bon, on va écouter. On va essayer d'aller un peu vite. Je veux donner la parole au Premier ministre. Ils doivent transmettre cela, n'est-ce pas? Voilà. À tout le peuple burkinabé et à la postérité. Je n'oublie pas d'ailleurs que c'est la révolution qui nous a fait découvrir un des maires de Samo, qui est le Zamlé, je crois, hein. Voilà. Quand le président Thomas Sankara, avait décidé d'introduire les mets locaux dans les réceptions officielles. Donc, je remercie nos amis Samo d'avoir gardé, comment je vais dire là, cette histoire commune à nous tous. Bon, quant aux petits-enfants, c'est l'espoir de notre pays. Écoutez bien. Je remarque, n'est-ce pas, qu'ils ont tous porté un t-shirt à l'effigie de notre président et avec des jupes, n'est-ce pas, en tenue locale. C'est très symbolique et c'est très parlant. Je remarque aussi que nos amis journalistes aussi commencent à se mettre petit à petit en tenue locale, même si certains sont toujours rebelles. Il est temps qu'on s'y mette tous. C'est ça, là. Parce que c'est ça, notre identité. Écoutons. C'est ça, nos valeurs. Mais il faudrait que les jeunes enfants aient conscience vraiment de ce qu'ils font. Pour que longtemps après, quand nous ne serons plus là, ce soit eux qui portent le flambeau de l'identité nationale et de notre patrimoine. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la révolution de Thomas Sankara, notamment madame, qui a essayé d'expliquer le combat que mènent ces enfants-là. On va écouter, hein. Au temps de Thomas Sankara, il y avait ce qu'on appelait les pionniers. 116, ok, merci beaucoup. Et aujourd'hui, parmi ceux qui ont survécu, et parmi ceux qui portent haut le flambeau de la lutte actuelle, ce sont les anciens pionniers de la révolution du temps de Thomas Sankara. Donc, il faudrait que ces enfants aussi, quelles que soient les intempéries, soient à l'avenir les porteurs du flambeau de la nation. Vous savez que le chef... Ouais, il va parler de ça ici. Alors, vous savez ce qui est intéressant? Sankara est mort. Et je suis tombé sur une interview de Bourget, l'interview qu'il a accordée à RFI, parce qu'il a accordé RFI, France 24, TV5 Monde, je sais pas, le journal Le Monde, mais c'est pour RFI. J'ai écouté pour TV5 Monde, j'ai écouté pour France 24, j'ai écouté pour RFI. Que nos autorités m'excusent, je sais que ce sont des médias qu'on a suspendus, mais
celui qui était à l'honneur méritait qu'on prête une attention à ce qu'il dit. Il dit que Jacques Foucault, Monsieur France Afrique, lui avait demandé de dire à Thomas Sankara, je vous invite à aller écouter, parce que j'ai dit quelque chose sur Thomas Sankara la semaine dernière. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit Dieu est merveilleux. J'ai dit Dieu est merveilleux. J'ai dit, rien ne sortira de ma bouche si telle est la volonté de Dieu qui ne sera pas accomplie devant vous avant que chacun de nous ne se couche dans sa tombe. Le monsieur dit, Foucault lui a dit, de dire à son ami Thomas de faire très attention parce que dans son entourage, il y a quelque chose de grave qui se prépare, sa liquidation. Il dit, lui, il était ami avec Thomas, mais c'est par rapport à un de ses étudiants burkinabés qu'il enseignait à l'université de Dakar. C'est celui-là qui l'a mis en contact avec Thomas Sankara. Et il a appelé Thomas au téléphone. Thomas était avec qui là? Oh merde, il a dit le nom de... Est-ce que Thomas devait être avec De Villepin? Dominique De Villepin, je crois. Il a appelé Thomas. Il dit à Thomas, Thomas, j'ai reçu une information d'une capitale, d'une importance capitale. S'il te plaît, fais très attention. Thomas dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ton plus proche collaborateur, celui qui est près de toi, il va te liquider. Tout est déjà fait. Prends tes distances, tout de suite agis. Thomas lui a dit, si c'est Blaise qui va le tuer, qu'il en soit ainsi. Il dit, il est resté bouche ouverte. Il dit, si c'est Blaise qui va le tuer, qu'il en soit ainsi. Mais entre-temps, la femme de Blaise, Chantal Compaoré, elle faisait la navette entre Abidjan, Paris, et oui, Abidjan, Paris, Ouaga, Abidjan, Ouaga, Paris. Et c'est elle qui était à la manœuvre. Chantal Compaoré. C'est elle. Et pour que Blaise accepte de tuer Thomas, c'est pourquoi on nous dit que chacun sache marier sa femme. Il y a des femmes que vous mariez, vous croyez que c'est votre femme. Je suis désolé, c'est le diable en personne qui va vous liquider. Ou il y a des hommes que les femmes, vous croyez avoir marié un ange, mais c'est un homme qui va détruire votre vie. Si nous ne savons pas faire le bon choix, la femme, le bon mari, l'homme, la bonne épouse, que Dieu nous préserve. Blaise croit que Chantal est une femme. Bien. Mais Blaise ne sait pas que c'est Chantal-là qui va l'amener en enfer. Blaise ne sait pas que Chantal a payé son billet d'avion pour aller en enfer. Regardez comment Blaise est en train de finir aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder Blaise Compaoré, comment il est en train de finir. Thomas Dessy, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. C'est quand les choses ont pété que Thomas a su que c'était fini pour lui. Bon, les gens ont expliqué comment moi j'ai pas envie de revenir sur les récits. J'ai eu la chance d'écouter la vraie version. Comment ils ont liquidé Thomas, ceux qui étaient à la charge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour tuer le président, d'abord, on change l'entourage, c'est-à-dire la garde rapprochée. Et c'est Blaise qui avait la gestion de la garde rapprochée. Quand Thomas est arrivé, il a vu que les hommes ont changé, il a tiqué. Il a compris que quelque chose, mais il a fait comme s'il n'y avait rien. Il n'a rien dit. Blaise a changé. C'est la même chose, paix à son âme. Pour que ATT fasse le coup d'État à Moussa Traoré, qu'il repose en paix, ATT avait changé la garde de Moussa Traoré. Quand vous changez la garde, c'est facile pour vous. Vous mettez vos hommes là, ils vous obéissent. C'est ce que le général a fait avec Bazoum. C'est lui qui avait la gestion de la garde présidentielle. Donc il a changé, il a mis ces hommes là. Et puis ils ont mis la main sur Bazoum. C'est comme ça que Thomas, c'est pourquoi j'ai dit que Thomas Sankara, et je répondais à Chris, il a dit Chris, Thomas savait que Blaise allait le trahir.
Thomas savait que Blaise travaillait pour Houphouët, Blaise travaillait pour la France-Afrique. Thomas savait et Thomas a décidé volontairement de laisser Blaise le tuer parce que Thomas avait déjà sémé la graine de la révolution, la graine du véritable Burkinabé. Thomas avait déjà sémé cette graine et il sait que cette graine, après sa mort, peut-être le temps que la graine pourrit avant de pousser. La graine a pourri, elle a poussé. Ibrahim est sorti, Apollinaire est sorti, Bassolma est sorti. Tous ces gens-là aujourd'hui qui sont sur les, que vous les voyez, ils sont tous sortis. Aujourd'hui, ils sont prêts à donner leur vie pour le Burkina. Parce que Thomas avait planté cette graine-là. Et il s'est dit, s'il doit mourir, il a déjà tracé les sillons. Voilà pourquoi, malgré les plus de 20 et quelques années de Blaise au pouvoir, quand le capitaine est venu, on dirait que Blaise n'a jamais été président au Burkina. Vous avez l'impression que c'est quand Thomas Sankara a laissé le pouvoir que le capitaine a pris. Il a effacé. Blaise, le nom de Blaise n'existait plus. Alors quand ces petits idiots-là viennent nous parler, vous êtes tellement bêtes. Ado là, son nom va disparaître comme il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. De toute façon, Blaise est fini là. C'est comme ça, Ado va finir. Moi, j'ai dit pour moi il y a longtemps. Donc, vous comprenez et écoutons ici rapidement. Et l'État a délivré un discours important hier. Je vous invite donc à vous en imprégner, à en prendre possession et à faire de ce discours un guide pour nos actions futures. Il a notamment parlé des traîtres de la nation. Écoutez bien. Comme vous savez, depuis que le président Traoré est là, il y a eu 116 tentatives de 116 tentatives de déstabilisation, pas seulement de déstabilisation, d'assassinat direct, élimination physique. C'est pourquoi je dis à mon jeune frère Christian Pi. Alors aujourd'hui, le Premier ministre sort avec le chiffre 116. Moi, j'avais donné le chiffre 638 tentatives d'assassinat de la CIA contre Fidel Castro. Alors, est-ce que Christian Pi peut nous dire que lui, ça fait 116 fois il est sorti pour avertir les autorités burkinabées? Je suis content. Vous voyez, quand vous parlez comme ça sur les réseaux, vous mettez en valeur, en évidence, le travail remarquable, professionnel et impeccable de nos services de sécurité, de notre, de nos services de renseignement. Et puis des officiels sortent pour corroborer, pour donner de la ténacité, de la vigueur, de la force à vos propos. C'est fini. Il a fallu que le président de Burkina sorte pour dire que Ibrahim a échappé à 116 tentatives d'assassinat et de déstabilisation du Burkina. 116 depuis sa prise de pouvoir en 2 ans. C'est pourquoi je dis à Christian Pi, j'ai dit petit, je te respecte, je respecte le travail que tu fais, mais respecte nos autorités, je t'en prie. Tu crois que nos services de renseignement ne savent pas quelque chose? Je vous ai dit quoi ce jour-là? J'ai dit nos services de renseignement travaillent 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. 12 mois dans l'année. 366 jours dans l'année. Ils travaillent sans relâche. 24 heures. Alors, si nos autorités ne travaillaient pas, si nos services de renseignement ne travaillaient pas, vous croyez qu'Ibrahim allait pouvoir échapper à 116 tentatives d'assassinat? 116 en 2 ans? Mais on n'a pas fait de bruit. Je vous ai dit, nous on est militaires, on ne parle pas beaucoup. Christian Pi, quand je dis on n'est pas même chose, quand je dis tu es mon petit, quand je dis on ne joue pas dans la même cour, je ne me moque pas de toi, mais quand Keïta parle mon petit, il faut prendre et puis tu t'assois, tu regardes. Parce que c'est le baobab de Dieu au milieu de l'humanité. Quand lui parle, les autorités sortent et puis il donne la preuve. Voilà ça ici, vous avez entendu 116 tentatives. Mais vous avez vu comment j'ai défendu nos autorités, comment j'ai défendu nos services de renseignement, quand Christian Pi essaie de les infantiliser, pour faire croire que c'est lui qui leur donne les informations. Est-ce que Christian Pi a une idée? Est-ce que lui savait qu'il y a eu 116? Moi, je ne le savais même pas. Il a fallu que je parle peut-être des 638 tentatives d'assassinat de Fidel Castro pour que Apollinaire en parle. C'est pourquoi j'ai dit,
J'aurais bien voulu être burkinabé parce que je suis sûr que si j'étais là-bas, les choses j'allais mettre le feu en Occident. Parce que si tu travailles avec tes maigres moyens, si tu es épaulé par l'État alors, imagine ce que tu peux faire. La vérité est là, non, les gars. Ou bien, j'ai dit, la preuve est là. Stabilisation. Donc, la plupart visent l'assassinat particulier du président Ibrahim Traoré, qui est leur bête noire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses. Ne serait-ce que le Fassodan Feni, que nous voulons promouvoir. Ok, on va s'arrêter là. Les intérêts sont menacés. Les intérêts occidentaux. N'est-ce pas de cela que j'ai parlé à Chris Yapi? Vous n'avez qu'à écouter. C'est comme Ibrahim aussi a pu le temps d'écouter mon intervention. Et pendant l'échange qu'il a eu à la radio Burkina, il a dit quoi? Il dit on est conscient. Il y a des bouleversements qu'on va faire. Mais ces bouleversements-là, vous croyez que les gens, ils vont rester croiser les bras? Donc, on est au courant de tout ça. Et on sait tout ça. Que les gens travaillent dans l'ombre pour déstabiliser. Déstabiliser, c'est un euphémisme. Sinon, c'est de liquider. Liquider Ibrahim. Lui, il disait que les autorités burkinabées vont dormir sur leur laurier parce qu'ils ont cru qu'ils ont démasqué, que c'est fini. Il y a beaucoup encore qui arrivent. Il dit que Christian soit un peu intelligent. Pourquoi c'est maintenant que le Burkina a décidé d'en parler? Le Burkina a décidé d'en parler parce que le Burkina sait mieux que toi qu'il y a encore un autre plan. Donc le Burkina sort pour dire, on a démasqué ça. Ce que vous êtes en train de faire là, on est au courant, on va démasquer et vous allez voir. C'est un message. Ça, c'est un message collé. Quand il y a une procédure judiciaire, en général, on laisse la procédure aller jusqu'au bout. Mais quand vous commencez à citer des noms, et c'est la première fois que moi j'ai vu ça, quand vous commencez à citer des noms, donne-moi une seconde, quand vous commencez à citer des noms, sans que la procédure ne soit à terme, il y a un problème. Mais le Burkina fait exprès pour citer des noms. Et là, Chris Yapi aurait dû être un peu intelligent pour dire attention, il cite des noms. Est-ce que ces gens-là ne sont pas au courant de quelque chose? Mais quand tu viens, tu dis, ah, si vous croyez que c'est fini, il y a encore blablabla, il y a nanana, 30 personnes infiltrées. La dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit 60, mais il disait que 30 tiraient de l'État. Ils n'ont qu'à rentrer. Ils seront pris comme des rats et on va les briser comme poulets. J'ai dit, on va les prendre comme des rats et puis les briser comme des poulets. Une dernière fois, les 30 mercenaires qui sont rentrés, on va les prendre comme des rats et les briser comme des poulets. Ils sont tireurs d'élite, non? Nous là, on attrape les tireurs d'élite. Alors donc, vous avez vu ça. Il y a une autre partie que je vais vous faire écouter aussi, l'intervention du président du Gabon. Là où nous demandons au président Goïta, c'est vrai, vous êtes tous d'accord avec moi que je n'ai aucune sympathie, aucune amitié avec le président gabonais, le général, comment il s'appelle là, le président gabonais, il s'appelle comment? Je le dis, je n'ai aucune sympathie, aucune relation, et je parlerai jamais du bien de ce monsieur-là parce qu'il ne m'intéresse pas. Mais il a fait quelque chose. Il a pris une décision. Je voudrais que le président Assimi Goïta réfléchisse un peu et revienne en arrière pour prendre certaines décisions. Assimi Goïta l'a fait avec l'énergie. Et aujourd'hui, les dossiers de l'énergie avancent. Je dis bien, les dossiers avancent. Je dirais pas, je suis pas dans le secret des dieux pour vous dire dans quel mois,
Mais je peux vous dire que d'ici la fin de l'année 2024, cette histoire de coupure de courant intempestive, d'ailleurs qui a énormément, beaucoup changé. À part quelques zones, il y a le délestage, je peux dire, a été réduit à près de 80-90%, à l'exception de certaines zones. Parce que les gens sont en train de travailler d'arrache-pied. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Nous-mêmes, normalement, on devait être sous couverture. Mais d'après les informations que j'ai reçues, il paraîtrait qu'il y a eu une erreur de, comment on appelle ça, de calcul ou bien quoi. Donc, ça fait qu'il y a eu un petit souci. Bon, ils sont en train de gérer pour remettre les choses en ordre. C'est ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas officiel, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais toujours est-il que Assimi Goïta a décidé de s'impliquer dans la gestion de cette histoire-là, l'énergie. Et les choses sont en train de changer. Et vous allez voir que avant la fin de l'année, ou du moins au plus tard à la fin de l'année 2024, cette histoire de délestage, on va plus la connaître. Alors, moi, je discutais comme ça avec des gens. Oh, mais pourquoi Assimi ne peut pas aller négocier à Ouattara? J'ai dit, vous êtes fous. Ça, c'est le plan diabolique de la France-Afrique. Alors, je vais vous donner une petite idée de la France-Afrique. La France-Afrique, Clotilde, ok, merci beaucoup, Gustave. Merci beaucoup. Oligui, ok, c'est ça. Ok, merci beaucoup, les gens, merci. Vous savez, il y a des choses, soyons sérieux. Quand le président Goïta a décidé, au risque de ne pas me répéter, de prendre les choses en main, on dit, mais il faut aller négocier à Ouattara. J'ai dit, pourquoi il va aller négocier à Ouattara? Alors, je vais vous parler un tout petit peu de la France-Afrique, de la Banque mondiale, du FMI, du Club de Paris, le Club de Londres, tout ça autre. En quelques phrases, j'ouvre une parenthèse, deuxième parenthèse. Ils ont financé des projets dans certains pays de la France-Afrique. Et dans le financement de ces projets, il y a des pays qui étaient visés. L'objectif était que ces pays-là deviennent des clients des pays où on a financé les projets. Je prends 2 pays, sinon 3 ou 4. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, je peux citer. Dans ces pays, la France a appuyé pour que ces pays-là obtiennent des financements pour développer leur port, pour développer l'infrastructure énergétique. De sorte que le Mali, le Burkina, le Niger deviennent des clients de ces pays-là. Donc, des prêts colossaux ont été accordés à ces pays pour que les pays qu'ils appellent enclavés, désertiques, pauvres, Mali, Niger, Burkina, nous soyons les clients de la Côte d'Ivoire puisque nous n'avons pas une façade maritime. Donc, ils ont financé le développement, l'aménagement du port d'Abidjan, du port de Dakar, Cotonou et puis Lomé. Effectivement, ça marchait comme ça. La Côte d'Ivoire, on a même augmenté la production de l'énergie. Mais l'idiotie, la bêtise, l'irresponsabilité a conduit certains chefs d'État à croire que puisque nous sommes dépendants de leur port, dépendants de leur fourniture d'électricité, ils peuvent nous imposer des sanctions, ils peuvent nous obliger à supporter leurs caprices, mais ils ont oublié une seule chose, que les choses ont changé. Les données ont changé, les hommes ont changé, les époques ont changé, il y a une amélioration. Et nous sommes venus avec l'appui des réseaux pour dire à nos peuples, la dignité vaut mieux que tout. Battons-nous pour avoir notre dignité. Ce ne sera pas facile, mais accrochons-nous. Quand ils ont pris leurs sanctions, ils ont cru pouvoir nous taper, oui. Les premières semaines, c'était compliqué. Au grand maximum, 1 mois, après 2 mois, c'est terminé.
On a trouvé de nouvelles sources d'approvisionnement. On nous a coupé le courant, on dit c'est pas grave. On a coupé le courant au Mali, on a coupé au Niger, on a coupé au Burkina. On dit d'accord, on ne retourne plus là-bas. On va se battre pour trouver nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Parce que nous n'allons pas développer notre industrie. Nous n'allons pas développer notre économie en achetant l'électricité avec un autre pays qui lui-même n'est même pas capable de développer son économie. Alors comment deux aveugles peuvent marcher ensemble? Deux aveugles marchent ensemble, ils vont tomber dans un trou, vous convenez avec moi? La Côte d'Ivoire n'a rien, le Mali n'a rien, le Burkina n'a rien, le Niger n'a rien. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut nous apporter? Zéro. Merci depuis le Colorado. Alors, nous on a dit, on veut plus être aveugle, on veut voir clair. Dans on veut voir clair, on a diversifié nos partenaires. On a fait des propositions. Quand vous allez venir, on a besoin d'énergie. Pas des énergies petites, non. Puisque on veut nous-mêmes installer des grandes usines. On a besoin de l'énergie nucléaire, mais avant, il faut qu'on ait quelque chose d'abord pour que la population soit à l'abri du besoin. On est tombé d'accord sur le financement. Eux-mêmes, ils viennent. Ils financent tout. On tombe d'accord sur une période d'exploitation. Et dans la période d'exploitation, ce qui leur revient, ce qui nous revient, on tombe d'accord. Nous, 5 francs ne sortent pas. C'est eux-mêmes qui viennent avec leur technologie, ils viennent avec leur financement, ils viennent et puis ils font tout. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Est-ce que c'est pas ce que la Chine a fait en Afrique de l'Est? La Chine vient, la banque chinoise vous prête l'argent et puis ce sont les entreprises chinoises qui viennent réaliser le projet pour vous. Et puis, les taux d'intérêt, c'est pratiquement zéro par rapport aux Européens. Donc, la Banque mondiale, le FMI, Club de Paris, Londres, que vous connaissez, Bretton Woods, ils financent des projets dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, et puis obligent des pays comme le Mali, Burkina, Niger, Tchad, à commercer avec ces États-là. La dernière en date, vous avez vu que la Banque mondiale a refusé, soi-disant, d'accorder un prêt au Mali pour acheter son gasoil. Si le Mali doit avoir ce prêt, il faut que le Mali achète avec le pays, que la Banque mondiale elle-même décide pour le Mali. Parce que la Banque mondiale a financé le projet et la Banque mondiale veut être payée. La Banque mondiale veut rentrer en possession de l'argent qu'elle a déjà investi quelque part. Donc, nous, quand on achète là-bas, ça permet au pays de payer sa dette. On dit, on fait pas. On dit à la Banque mondiale, prends ton argent. On va chercher financement ailleurs. Dieu merci, on a trouvé le financement ailleurs. Les Chinois sont prêts à financer, à construire. Eux-mêmes, le projet, ils font les études de faisabilité, ils font les prospections, ils regardent le terrain. Nous, tout ce qui nous intéresse à notre niveau, c'est de trouver un terrain qui est viabilisé, un terrain qui a tous les documents, un terrain qui a un titre, on fait tout est légal. Eux, ils viennent et puis ils construisent. Ils finissent de construire, on tombe sur une période, 5 ans ou 10 ans d'exploitation. Pendant les 5 ans ou 10 ans d'exploitation, la Chine prend peut-être 60% ou 65%, hein. Maintenant, 35% revient au Mali, puisque c'est la Chine qui a tout financé du début jusqu'à la fin. Donc, on prend 35%. Après les 5 ans, le Mali récupère sa chose à 100%. Terminé. Mais avec eux, c'est pas ça. Avec l'Occident, c'est pas la même chose. Quand ils financent, ils restent là pendant 50 ans. Le minimum chez eux, c'est 50 ans. Allez demander. Le minimum, c'est 50 ans. Je dis, mais 50 ans. Et même après les 50 ans, ils font tout pour ne pas partir. Ils font tout pour rester actionnaires dedans. Mais les Chinois, c'est au maximum 5 à 10 ans. Après ça, vous devenez propriétaire exclusif. Les Chinois n'ont pas un centime quelque part. Les Russes, c'est la même chose. Mais ceux qui se disent intelligents, blancs, qui disent on est pauvres, ils sont riches là. Voilà comment ils nous volent. Ils nous obligent à signer un contrat de 50 ans. Et au terme de 50 ans, on vous dit, vous devenez actionnaire majoritaire à 55%. Eux, ils restent encore là avec 45% ou 40%. Voilà leur technique. Et nous, on a dit dans le Sahel, on ne veut pas ça.
On va souffrir un temps, mais on aura notre source d'énergie. Aujourd'hui, Dieu merci. Le Mali a déjà, si vous mettez ensemble les 4, je crois qu'il y a 4 centrales solaires qui sont en train d'être construites, je crois que ça fait à peu près 800 mégawatts, c'est pas ça? Batili, ça fait combien de mégawatts là? C'est à peu près 800 mégawatts, je crois. Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, la centrale nucléaire civile, là. Déjà, au niveau de la centrale nucléaire, déjà, des ingénieurs maliens, burkinabés, nigériens sont en formation déjà. Ceux qui sont pour la Chine, ils sont en Chine. Ceux qui sont pour la Russie, ils sont en Russie. Donc, déjà, on a nos ingénieurs qui sont partis pour la formation. Et le minimum, d'après ce qu'on nous a dit, c'est 2 ans. Ils sont là-bas. Ils sont en train de, il faut juste les reconvertir dans le nucléaire civil, c'est tout. Bon, est-ce que c'est pas merveilleux? Et ils finissent de construire, 10 ans après, c'est pour nous-mêmes. Mais la vie de la nation ne se limite pas à la vie du président ou du citoyen. Parce que on dit les hommes passent, mais le peuple, la nation, le pays demeure. Et ça, ils ont compris chez eux. 50 ans. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Le Mali n'a plus besoin de la Côte d'Ivoire en termes d'énergie. Et nous savons très bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui viendra acheter avec nous parce que nous en aurons tellement qu'on sera obligé de chercher des clients pour leur en vendre aussi. C'est fait à volonté parce qu'à ce moment-là, Ibrahim a dit quelque chose. Ibrahim a parlé comme un messie. Ibé, du Burkina. Il dit, attendez et regardez. Vous allez voir, les investissements qu'ils ont faits, c'était à cause de nous. Mais comme nous, on prend plus leur énergie, les Ivoiriens vont commencer à payer pour la dette d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de payer cher l'électricité. Alors quand vous voyez des bâtards comme ça là qui viennent dire au président et voir comment les Ivoiriens vivent la galère, la disette, ces gens de personnes-là, qu'est-ce que Dieu même doit leur faire? Cela me permet de faire une digression sur la deuxième partie de notre intervention. Alors je voudrais aussi vous informer que on avait arrêté momentanément de promouvoir les activités de Fatmata Batuli et le groupe Touli, sans oublier le mouvement Biko. Donc on a repris. Donc à partir de demain, Inch'Allah, vous allez commencer à voir, on va vous parler, parce qu'elle a commencé déjà à faire des dons aux enfants dont les parents sont économiquement faibles. Elle a commencé à soutenir les enfants dans les différents quartiers, dans les différentes communes, dans les différentes régions, ceux qui ont besoin d'aide par rapport à cette rentrée scolaire 2024-2025. Donc, je vais vous donner exactement combien, si Dieu le veut, si j'ai les chiffres exacts, combien exactement elle a investi pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Je parle de Fatmata Batuli. Évidemment, je vais terminer aussi avec notre produit phare, le DAPSA. On va développer. Mais avant, on va d'abord écouter quelqu'un. Charles Blé Goudé. Quand j'étais à Élé, au moment où Charles Blé Goudé était le tout-puissant Charles Blé Goudé aux côtés du président Laurent Gbagbo, j'ai reçu une révélation. Je crois que j'en ai parlé il y a un peu longtemps. Et à l'époque, j'avais une amie qui est journaliste. Bon, je ne sais pas si elle est toujours, parce que j'ai perdu son contact. Je l'ai perdu de vue aussi. Christiane Diaoui Christiane. C'était son nom. Enfin, c'est son nom. Je pense qu'elle est encore vivante. Qu'elle me pardonne. Christiane Diaoui. J'ai dit, Christ, elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu peux me permettre de parler à Blé Goudé parce que j'ai reçu des révélations sur Blé Goudé. J'ai vu que Blé Goudé allait trahir le président Gbagbo Laurent. Je vous jure au nom de Dieu. Ça, c'était avant même qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire. Si la jeune dame là est là encore et qu'elle m'entend, Christiane Diaoui, je lui demande pardon.
de rentrer en contact avec moi et je voudrais qu'elle confirme ce que je suis en train de dire. Je l'ai appelé. J'ai dit, comme tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux me mettre en contact avec Charles Blé Goudé? Parce qu'il est en train de faire quelque chose, il faut que je lui parle. À l'époque, elle était beaucoup connue parce qu'elle a même interviewé le président, paix à son âme, Laurent Safrolet, Arikona Bédié. Bédié l'a reçu à Daoukro, elle a discuté, elle est opposante, hein. Elle était pro-Babo, mais elle a été interviewée par, elle allait interviewer le président Aimé Arikona Bédié. Elle m'a dit, Keïta, je ne suis pas en contact direct avec Charles Blé Goudé, mais j'ai une connexion avec un des lieutenants. Elle m'avait donné le nom du lieutenant de Charles Blé Goudé. J'ai dit d'accord. Alors, ils m'ont pas appelé. J'ai dit, donne-leur mon numéro pour qui. J'ai dit, bon, si ils doivent m'appeler des États-Unis, c'est un peu compliqué, j'ai vu. Prends son numéro et puis il faut me donner, moi je vais les appeler. J'ai pris le numéro et puis j'ai appelé le monsieur. Il dit qu'il est, si on peut s'en tenir à l'aide de camp de Blé Goudé, c'est son bras droit, ils font tout ensemble, blabla. Il dit que bon, c'est moi qui ai appelé, hein. La demoiselle m'a donné le numéro et puis j'ai appelé. Je lui ai dit, il faut dire à Charles Blé Goudé de faire très attention. Il y a quelque chose qu'il veut faire, s'il ne fait pas attention, il sera humilié. Il veut défier le président Laurent Gbagbo. Le gars dit, ah, comment tu peux dire ça? J'ai dit, il veut défier le président Gbagbo. Dis à Charles Blé Goudé de ne pas le faire. Il sera perdant. Le gars dit, ah, ce que tu es en train de dire là, c'est lourd pour moi. Je vais faire tout pour que tu parles à Charles lui-même. On sera ensemble dimanche, on est ensemble tous les dimanches, donc tu m'appelles, et puis j'ai appelé, il n'a pas pris, Charles Blé Goudé n'a pas pris. Alors aujourd'hui, vous voyez Charles Blé Goudé s'exciter, s'exhiber. On dit le flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Quand vous écoutez Charles Blé Goudé, moi personnellement, c'est un peu pitoyable pour moi. Parce que je vois un Charles Blé Goudé qui, j'espère que j'ai ça, je vais voir, hein, je dois, voilà, ça est là. Dieu merci, ça est là. On va écouter Charles Blé Goudé. Monsieur Mouji, dit-on après des révélations qui ont attiré mon attention. Pourquoi je prends la parole à ce sujet? Certains m'ont dit non, tu n'es pas concerné, parce qu'il n'a pas cité mon nom. D'abord, un leader politique, on n'a pas besoin qu'on cite personnellement son nom dans un sujet pour qu'il intervienne là-dessus. D'autant plus qu'il s'agit de notre pays. Alors, d'abord, aux affidés, aux moutons de Charles Blé Goudé, aux ignorants, pervers égarés qui suivent Charles Blé Goudé, faites preuve d'intelligence, ne faites pas regretter à vos parents pourquoi ils vous ont mis à l'école. Donc prenez le temps d'écouter Keïta avec intelligence et sagesse, pas avec émotion. Le petit là, c'est un manipulateur. Charles Blé Goudé est un manipulateur. Je vais le démonter ici. Charles Blé Goudé, bien avant les élections présidentielles de 2010, Dieu m'avait déjà montré que Charles Blé Goudé était un traître qu'il allait trahir le président Laurent Gbagbo. Maintenant, lui, quand il parle, il dit les gens ne savent pas de quoi il parle. Alors, soit il est idiot, ou il est tellement fier de lui-même, il est tellement convaincu que les gens écoutent ce qu'il dit, les gens sont d'accord avec ce qu'il dit, il est tellement convaincu qu'il n'a même pas il prend même pas la peine d'avoir cette petite intelligence de dire, attends, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Mais quand vous l'entendez vociférer, il est tellement convaincu qu'il détient le monopole de la vérité. Quand vous l'écoutez, vous dites, ce petit idiot-là, il va où là? On va l'écouter. Donc je me dois d'intervenir là-dessus. Deuxièmement, j'ai été impacté par les conséquences de cette pratique. J'ai été en prison. Alors, je m'arrête là. Il dit, j'ai été impacté par les pratiques et j'ai été en prison. Pourquoi tu es maudit comme ça, Charles Blé Goudé? Pourquoi tu mens comme ça, Charles Blé Goudé?
Tu as été impacté. Alors, est-ce que c'est chez lui à la maison qu'on allait le prendre? Vous faites politique. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit la politique. Ou vous décidez de faire la politique, vous vous assumez, ou vous décidez de ne pas faire la politique, vous subissez la politique. Charles Blé Goudé, c'est pas chez toi à la maison, dans ton sommeil, auprès de ta jolie femme, qui sont allés te prendre, idiot, menteur, là. C'est parce que tu faisais la politique. Ça, ce sont les conséquences de la politique. Quand on fait coup d'État, est-ce qu'il y a des présidents qui ne sont pas tués? C'est parce qu'ils sont présidents qu'on a fait coup d'État, on les a tués. Et s'ils étaient civils, on va aller les tuer chez eux. Pourquoi il est idiot et puis parle comme ça? Moi, j'ai dit Charles Blé Goudé, je suis pas ton camarade, tu es trop petit. Tu crois que tu connais ma réalité, tu parles et puis les gens sont assis et pétés, ils t'écoutent. Mais comme ils ont décidé d'être des moutons pour toi, comme les moutons du RHDP là, tu peux manipuler ces gens-là. Comme on dit, le vanité ou bien quoi là, il vit au dépens de ceux qui l'écoutent. Tu vis au dépens des gens qui t'écoutent. Ils disent, ça m'a impacté. Ça t'a impacté comment? Tu étais un acteur de la vie politique. Tu assumes tes responsabilités. Ça t'a impacté comment? C'est chez toi à la maison, innocent, ils sont allés te prendre. C'est parce que tu étais impliqué dans la politique. Une implication active. Tu étais au devant. Alors, pourquoi tu viens nous dire ça m'a impacté? Malhonnête que tu es. Quand tu prenais l'argent dans le dos des Ivoiriens, tu nous rendais compte? Hein? Ce que tu as fait là, l'argent que tu as dedans là, de toi à Babou là, l'argent qui te donnait là, est-ce que tu as rendu compte à quelqu'un publiquement? Alors, pourquoi tu veux rater ta sale gueule là, oui, quand vous ne savez pas parler, on vous dit d'avoir des conseillers, on vous dit d'être intelligent, vous dites oui. Si tu étais chez toi, est-ce que c'est chez toi qu'on allait te prendre? Est-ce que c'est chez toi qu'on allait te prendre? On t'a arrêté au Ghana. Tu as fui ton pays. Il faut dire la vérité. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas garçon. Tu as fui. On allait t'attraper. On t'a suivi. Les services de renseignement, ils t'ont suivi jusqu'en pop. Ils sont allés te prendre chez toi au Ghana, puis ils t'ont extradé en Côte d'Ivoire. La DST, tu étais là-bas. C'est parce que tu étais dans la politique. C'est parce que tu as fait la politique. C'est parce que tu as soutenu Gbagbo. C'est parce que tu étais avec Gbagbo. Alors pourquoi tu dis que ça m'a impacté? Ça t'a pas impacté. C'est parce que tu étais acteur de la politique que tu as été impacté. Ne nous dis pas que tu es innocent. En quoi est-ce que tu es innocent? Quand on fait la politique, c'est comme le couteau qu'on met dans un fourreau. En mettant le couteau dans le fourreau, vous allez égratigner le fourreau. En faisant sortir le couteau, vous allez égratigner le fourreau. La politique, c'est ça. Quand tu fais la politique, tu vas écorcher des gens. Tes décisions vont impacter positivement ou négativement des gens. L'idiot, il ne peut pas comprendre ça, ce petit-là. Avec ça, tu fais la politique. Il faut venir t'asseoir, il faut avoir t'enseigner encore petit. Tu cries, tu vocifères, tu dirais, tu connais rien. Oui, tu vas où? On va continuer d'écouter l'idiot. Plan international. Ça m'a pris 12 années de ma vie. Alors que lui, il savait tout ça là. 12 années de ta vie. Mais pendant tout le temps que tu as avec Gbagbo là, quand il y a eu la rébellion, quand tu es venu là, ce que la rébellion t'a donné, parce que c'est à cause de la rébellion de Soro Diop là, que quand tu traînais en Europe là, tu n'avais rien, que tu es venu et puis tu as eu quelque chose aux côtés de Gbagbo. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Vraiment, les gens sont malhonnêtes, quoi. On va continuer d'écouter. On va continuer de l'écouter. C'est pourquoi j'interviens. On va Pour l'écouter. attirer votre attention. D'abord, son timing. C'est-à-dire son moment choisi. Pour venir intervenir sur ça. Écoutez bien. Hein? Je suis convaincu qu'il n'est pas sorti au hasard. Il a un objectif à atteindre. Au moment où nous sommes à la veille d'une élection importante dans notre pays, lui, il vient révéler le Dieu du monde. Pourquoi Charles est un idiot? Pourquoi Charles est bête? Le timing. Mais un politicien parle toujours en fonction d'un timing. Tu sors, tu calcules toujours. C'est ça
qu'on appelle un politicien. Tu choisis le temps, le moment pour frapper quand tu sors. Il a bien choisi son timing. Maintenant que toi, tu mettes cela en relation avec les élections à venir. Quel démon il a réveillé ici? Il a dit la vérité. Donc, dit la vérité, c'est réveiller le démon. Alors voilà quelqu'un qui dit que sa vie, toute sa vie, il a bâti sa vie sur la vérité. Comme on dit la vérité, il réveille des démons ici. Celui qui n'a rien à se reprocher, pourquoi il va réveiller un démon? Où est le démon qu'on réveille ici? Il dit, je vais laver ma conscience. Maintenant, on va continuer à écouter l'idiot parce qu'il parle et puis il se piège. Il est tellement fier de lui, il est devant ses sympathisants, ses partisans, ceux qui sont voués à sa cause là, que eux-mêmes là, ils sont plus bêtes que Blé Goudé parce qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas longtemps. Et ils croient bêtement à ce que tout ce qui, cette merde qui sort de sa bouche. Quel démon! À supposer même que le gars l'ait fait exprès. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous dis de suivre les élections américaines, là, c'est à cause des bêtises comme ça, comme les Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas prêt pour la démocratie et vous voulez parler de démocratie. Aujourd'hui, là, quand tu décides d'être une personnalité publique aux États-Unis et tu es candidat à l'élection présidentielle, on va fouiller dans ta vie, regarder dans les placards s'il n'y a pas de cadavres quelque part. On fait sortir toutes les vieilles casseroles. Aujourd'hui, la vice-présidente, elle perd jusqu'au point où les démocrates ont décidé de faire entrer Barack Obama dans la danse. Et Barack Obama leur dit, je ne rentre pas tant qu'on ne me paye pas. Parce que la femme de Barack Obama, Michelle Obama, pour qu'elle parle le jour de la convention, elle a été payée à $200,000 par, comment on appelle ça, par les démocrates. Barack lui-même a été payé. Hillary Clinton a été payé. Vous savez, c'est ça chez eux là-bas. Là. Voilà leur démocratie. Hein. Tu parles pas sans qu'on te paye pas. Hein? Barack Obama a été payé. Même Melania Trump, Fox News l'a invité pour parler. Quelques minutes, elle aussi, elle a été payée à $200,000. C'est-à-dire que, à l'exception des candidats, si vous appelez quelqu'un pour venir appuyer un candidat, vous payez la personne. Et aujourd'hui, les démocrates, là, c'est tellement c'est gâté. Ils ont besoin de Barack Obama. Ils disent qu'il faut que Barack Obama soit avec la dame, là, pour l'accompagner dans ce qu'on appelle les key states, c'est-à-dire les États clés. Il faut que Barack soit là-bas. Parce que Barack, il a encore cette... mais malheureusement, la femme, son mensonge est en train de la détruire. Elle dit qu'elle est black, mais elle n'est pas black. Son père était un blanc jamaïcain, un propriétaire d'esclaves. Sa mère est hindoue. Sa mère vient de l'Inde. Donc, comment un blanc avec une femme hindoue, l'enfant peut devenir noir? Bon, il y a des clips où elle-même, elle a affirmé que sa culture, sa racine, ça vient de l'Inde. Où elle parle. La femme là même, je me pose la question, est-ce qu'elle se drogue? Parce que je n'ai pas vu quelqu'un dans le monde, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui rit plus que celle-là. Tellement elle rit, ça lui a donné des rides au niveau de la gorge, au niveau du visage. Et puis elle parle, ses mains sont partout. Alors ces femmes comme ça là, une femme peut être présidente. On a vu Angela Merkel qui était chancelière allemande. Mais une femme qui parle, on dirait prendre drogue. Wow. Ça là, elle n'est qu'à présent. Les Américains, si elle passe là, les Américains ont problème. Les Américains ont problème. On dirait qu'elle est droguée. Elle va rire. Ça veut dire que, même pour dire, bon, elle va rire. Mais vous croyez que rire là, c'est normal? Parce qu'elle a une double face. Elle n'est pas honnête. Donc, ils sont en train de fouiller sa vie et puis faire sortir tous les mensonges. Donc, ça Blé Goudé. C'est ça aussi la politique. C'est de sortir les vieilles casseroles. C'est de fouiller dans les placards.
Lui, il est venu, il a enlevé ce qui était dans son placard, il a déposé. Maintenant, comment toi, Charles Blé Goudé, tu vas utiliser ça? Ça, c'est ton problème. Tu appelles ça des démons, c'est ta faiblesse morale, c'est ta faiblesse psychologique, c'est ta dépendance et ta décadence intellectuelle et politique. Donc, quand tu dis qu'il fait, c'est des bêtises. On dit le fait de tomber n'est pas un problème. Comment Dieu regarde les gens quand ils tombent? Quand Dieu regarde les gens comme ils tombent. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, on va continuer d'écouter Charles Blé Goudé. Parce qu'il sait que nous sommes émotifs. Et Senghor n'a pas eu tort. La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Alors voilà. Et nous sommes émus depuis. Nous allons dans tous les sens. C'est une... Alors, il dit, la raison est Hélène, l'émotion est nègre. Voilà un gars comme Charles Blé Goudé. Donc pour lui, quand le monsieur a parlé, on n'a pas pris le temps d'analyser. On s'est laissé entraîner par l'émotion et chacun est en train de dire, chacun est en train de divaguer, chacun est en train de sauter de gauche à droite. Et voilà quelqu'un qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est un parti politique. Puis l'idiotie par excellence, la bêtise morale est là, la décadence politique est là. En face d'une situation, chacun adopte la réaction qui lui est sienne. En face d'une déclaration, en face d'une révélation, en face d'une vérité, chaque politicien analyse selon sa conception, selon sa compréhension, selon l'impact que cette intervention peut avoir sur sa vie ou comment cette intervention a impacté sa vie. Tu tires les leçons et puis tu te reconstruis et tu avances. Ce que je dis toujours aux gens, tomber n'est pas un problème parce qu'on va toujours tomber. Mais comment on va se relever quand on tombe? Comment on va se relever? C'est là que Dieu regarde chacun de nous. Parce qu'il nous a fait un don. Le don de la raison. Le don. Peut-être que l'idiot de Charles Blé Goudé, peut-être que toute sa génération est émotionnelle. Moi, je ne suis pas Hélène. J'ai l'émotion à moi comme n'importe quel être vivant sur Terre. Il n'y a pas un être qui existe sur la Terre, la planète Terre, et qui n'est pas émotif. On est tous émotifs. Mais en plus de l'émotion, Dieu nous a fait un don précieux, c'est-à-dire la raison, l'intelligence, l'esprit, le discernement. On a tous le discernement. Peu importe qu'on parle en français, en bété, en wobé, en guéri. Les sages d'Afrique ne parlaient pas français. Ce qu'on appelle les baobabs, ce qu'on appelle les bibliothèques, ils ne parlaient pas français. Ils parlaient wobé, ils parlaient djula, ils parlaient guéri, ils parlaient sénoufo, ils parlaient tabana. Mais ils étaient des baobabs et des bibliothèques. C'est comment nous réagissons face à une situation. C'est ce qui détermine l'homme que nous sommes. C'est ce qui définit l'homme que nous sommes. Mais l'idiot, au lieu de réfléchir, il veut faire croire qu'on s'est laissé emballer par l'émotion. Peut-être que le petit idiot qu'il est, il s'est lui laissé emballer par l'émotion, mais pas Keïta. On a pris le temps d'écouter le monsieur. Il a fait des révélations. Il dit qu'il veut nettoyer sa conscience. Maintenant, si toi, tu n'es pas content, au lieu de vociférer, au lieu de piailler, au lieu de gueuler dans ton petit coin, pourquoi tu dis que tu as passé 10 ans de ta vie à la haie? Pourquoi tu ne peux pas plaindre contre le monsieur? Parce que la loi aussi donne cette possibilité. Hein? Vous avez été témoin d'une situation, vous faites la rétention, vous refusez de témoigner. La loi peut s'appliquer à vous. On peut dire obstruction à la justice. Parce que lui-même, il va le dire bêtement ici. Il dit pourquoi le monsieur n'est pas allé à la CPI? Pourquoi il n'est pas allé dire à la CPI que c'est comme ça, c'est comme ça? Mais comme lui, il se comporte comme un petit idiot. Il n'appartient pas au monsieur d'aller à la CPI. Il ne lui appartenait pas d'aller à la CPI. Il a expliqué pourquoi il ne pouvait pas aller à la CPI. Il dit quand il a parlé à Laurent Gbagbo, et que Gbagbo lui a dit non, il savait ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer,
il a dit, Sarkozy dit, je vais le vitrifier. Ça, c'est Sarkozy. Mais qu'est-ce que Dominique de Villepin a dit? Il dit, je vais te tordre le cou. Comment un petit fonctionnaire français dit à un président, je vais te tordre le cou. Mais lui, l'idiot, là, est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas été au courant de ça? On a tous entendu ça, hein? On a tous entendu ça. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai entendu que Dominique de Villepin a dit ça. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils entendent le nom du monsieur. Il dit, il va tordre la main de Gbagbo. Mais lui, l'idiot, il a fait quoi? Lui, son rôle était d'haranguer la population. Son rôle était de dire aux jeunes gens de sortir dans les rues. Son rôle était d'organiser la manifestation publique. Son rôle était de dire, on est là. Ah, il oublie vite, hein, ce petit-là. Mais alors, puisque le monsieur devait aller à la CPI, selon toi, n'est pas parti, et qu'il est là, bon, il faut porter plainte contre lui, Charles Blé Goudé. Tu as la possibilité, hein, tu as un parti politique. Tu as dit, tu as passé 10 ans de ta vie en prison à La Haye. Mais alors, demande à tes avocats de porter plainte contre lui pour avoir volontairement fait de la rétention d'informations qui pouvaient t'innocenter. Donc, pose plainte contre lui pour qu'il te paye. Comment on appelle ça? Réparation. Faut poser plainte contre lui. C'est pas compliqué, Charles Blé Goudé. Comme nous, on est émotion, toi tu es Hélène, toi tu es raison. Bon, utilise ta raison pour porter plainte contre lui. Tu peux faire ça, non? Il peut faire, ou il peut pas faire ça. Il peut porter plainte. Donc, Charles Blé Goudé, il faut porter plainte. Il va porter plainte contre Bourgi. Il est encore vivant, il n'est pas mort encore. Il est sorti, au moins s'il a eu le courage de parler. Chirac est mort à pour lui. Mitterrand est mort à pour lui. Dominique de Villepin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il est invité sur tous les plateaux de télévision en France. Il n'a jamais dit quoi que ce soit. Aujourd'hui, lui, il se présente comme étant le meilleur politicien français. Mais toi, Charles Blé Goudé, tu sais que Dominique de Villepin, il a menacé ton président. Mais il est là. Il est reçu sur tous les plateaux de télévision en France. Tu as fait quoi contre Dominique de Villepin? Tu te fais comme garçon alors qu'il n'y a même pas ta culotte là, il n'y a rien dedans. Ceinture là même là, c'est cordon yoko. Tu es garçon. Si vraiment il y a ceinture autour de ton pantalon là, Dominique de Villepin est là, Bourgi est là, il faut les attaquer en justice. Au lieu de réunir 2-3 petites personnes dans une petite salle et puis tu t'exhibes pour rien. Tu peux rien faire et puis tu cries. C'est ça. C'est pas lui qui dit qu'il n'y aura pas de match retour par rapport à Laurent Gbagbo. Quand il parle en parabole, il s'attaque à Gbagbo là, il oublie. Ce petit-là, c'est un traître. Je m'en fous de ce que Chris Yapé a dit sur lui. Ça, c'est entre Chris Yapé et lui. Mais moi, je dis, ce petit-là, c'est un menteur. Ce petit-là, c'est un vaurien. Ce petit-là, c'est un corrompu. Charles Blé Goudé est une menace pour lui-même et une menace pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça, oh. J'ai dit. On dit, Keïta, tu as eu tort d'avoir eu raison trop tôt par rapport à Ouattara. Quand j'ai dit que Ouattara, il va détruire la Côte d'Ivoire, faire sa volonté, et puis s'attaquer à la sous-région. Ce jour-là, personne ne croyait. Même le grand Bogota, Soro Guillaume ne croyait pas. Quand je lui ai dit, Soro, c'est fini pour toi. Il était encore le tout puissant président de l'Assemblée nationale. J'ai dit, petit, tu te blagues, tu n'es plus rien pour Ouattara, il faut arrêter. C'est pas après que lui-même m'a appelé pour me donner raison. Oui, Soro Kibafouri, il m'a appelé pour me donner raison. J'ai parlé c'est ça, voilà, j'ai parlé j'ai parlé à Bensou, tous disent que, c'est la même chose que je dis, ce petit-là. C'est un traître. Il y a longtemps, j'ai vu ça en lui. C'est un traître. Mais, quand c'était chaud, là, il était où? C'est pas au Ghana. Mais pourtant, les Damana Picasso et les autres, il y a plein qui étaient avec le président Gbagbo. Et ils ont dit une chose que moi, ça m'a surpris. Ils ont dit, président, c'est compliqué, on peut plus rien. L'OTAN intervient, les Nations Unies nous ont lâchés, la CEDEAO nous ont lâchés. Président,
Ils ont dit, président, rendons-nous. Gbagbo dit, si je me rends, vous, c'est fini, vous n'avez plus d'avenir politique. Mais quand Gbagbo parlait, l'idiot de Bleu n'était pas là-bas. C'est ceux qui sont restés fidèles à Gbagbo Laurent, à la maison, à la résidence présidentielle. Il dit, si je me rends, vous n'avez plus d'avenir politique en Côte d'Ivoire. Donc je ne me rends pas. Eux-mêmes pleuraient pour Gbagbo. Eux-mêmes, ils avaient peur. Pendant que Simone organisait des veillées de prière sous les bombes, on peut tout dire de Simone, elle ne m'a rien fait, je la respecte. Je respecte Simone. Je n'ai rien contre Nadia Bamba. Le jour dit, Keïta, je vais te parler, je parle à Nadia. Nadia, tu es la femme de mon président, je t'écoute. Aujourd'hui, c'est toi la première dame à devenir, je pense. Simone, avant toi, a été la première dame, donc il faut la respecter à ce niveau. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne rentre pas entre les deux, je respecte les deux, ça s'arrête là. C'est Gbagbo, il a fait son choix. Moi, je suis garçon aussi, non. Moi, je vais presque à 2, 3, 4 femmes, non. Alors, si Gbagbo a pris 2, et où est son problème qui est dedans? Où est mon problème qui est dedans? Où est mon problème qui est dedans? Le petit Ismaël est né dedans. Ah, donc, lui, quand Gbagbo disait aux jeunes qui sont restés fidèles à lui, si je me rends, c'est fini pour vous. Vous n'aurez plus d'avenir politique. Lui, ça Bleu Goudé, ce jour-là, il était où? Et puis, j'ai fait la grande gueule ici, pas ici, tes garçons, ils sont là-bas, non? Faut aller poser plainte contre lui. Et c'est Dominique Villepin. Les deux sont vivants. Chirac est mort, c'est vrai. Mitterrand et Sarkozy, les trois sont là. Les trois acteurs sont encore vivants. Sarkozy est vivant. Il est bel et bien là. Et Bourgi est là. Bien vivant. De Villepin est là. Bien vivant. Tu fais la grande gueule dans ton petit coin, dans ton petit salon, une petite pièce si c'est pas 2 mètres carrés, tu te mets à crier, oui, tu te garçons là, ils sont là, et tu sont là-bas, non? Tu connais pas la route de la France? Tu n'as pas des avocats? Pourquoi? Tes avocats n'ont pas, Michel Gbagbo de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'a pas porté plainte contre Soro, en France? C'est pas qu'il a fait que Soro, il a propre la justice, la propre, et puis il est sorti de la France, rapidement, c'est mon gars, mais c'est la vérité. Michel Gbagbo n'a pas porté plainte contre Soro. Mais si Michel Gbagbo a fait, toi, gueulard, là, il faut faire pour toi aussi. C'est pas parce qu'il est français. C'est vrai qu'il a fait, mais bon. Pourquoi ce petit-là même, il est comme ça même? Pourquoi il parle comme ça même? Moi, je lui ai dit, le jour que je m'énerverai contre lui, ce sera pas joli. Parce que je le connais. Charles Blé Goudé, nous, on te connaît. Parce que quand tu prenais l'argent à Gbagbo, là, on sait ce que tu as réalisé. On sait comment Gbagbo t'a rendu riche. Chaussures tu portes là. Je dirais pas que je porte la même chaussure, bon. Même si pour moi, un peu plus cher que pour toi. Mais on sait. Montre que tu faisais comme ça, là. Tes photos sur ton pain, là. Montre-la. Tu sais combien c'est? Toi, tu as déjà fait gérer l'honneur quelque part. Tu n'as même pas de diplôme. Moi, j'en ai beaucoup. Tu n'as même pas de diplôme. Ton diplôme, là, tu étais général de la rue. Ton diplôme, général de la rue. Ou bien c'est pas ça. C'était général de la rue. T'as général de la rue, tu avais dit, oui. Tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as pas besoin de diplôme pour faire la politique, ça c'est certain. Mais quand tu parles, il faut la fermer. Ton seul diplôme, là, c'est secrétaire général de la FECI. Et nous sommes émus de lui. Nous allons dans tous les sens. Il est devenu notre actualité. Pourquoi c'est maintenant il dit? Je suis en colère. Il est en colère. Je suis en colère. Parce que je l'ai entendu dire, je vais laver ma conscience. Non, M. Bourgi, votre conscience ne sera pas lavée. Toi, tu es qui pour dire votre conscience ne sera pas lavée? Lui, il a déjà lavé sa conscience, il a écrit son livre. Maintenant, toi, là, pourquoi tu n'écris pas ton livre aussi pour contredire ce qu'il a dit? Le gars dit, j'ai lavé ma conscience, j'ai fait un livre. Bleu Goudé, où est ton problème? Bon. Ouattara même là, qui est directement indexé. Maintenant, c'est là on doit se poser la question. Est-ce que le petit là, il est pour Ouattara? Il est pour la Côte d'Ivoire? Il est pour qui? Parce que ici, c'est Ouattara même qui est indexé directement.
Mais il est tellement... Moi, il sait manipuler les gens. Hein. Il peut appeler à côté de Ouattara, dire, ah, ne vous fatiguez pas, RHDP, moi je vais gérer ça tout de suite. Je vais prendre ça pour faire mon affaire. C'est pas ce qu'il fait là. Sinon, c'est Ouattara qui est indexé. Gbagbo n'a rien dit jusqu'à présent. Gbagbo ce sont les deux acteurs, Ouattara et Gbagbo. Il dit Ouattara n'a pas gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Maintenant, toi, c'est parce que tu étais à côté de Gbagbo. Tu étais le général de la rue. C'est toi qui avais les jeunes patriotes. C'est toi qui les organisais. Mais l'argent qu'on te donnait pour organiser la jeunesse, tu crois que tu faisais ça cadeau? Mon frère, on a tous fait la politique d'une manière ou d'une autre, on sait ce que c'est. À mon petit niveau, l'argent qu'on m'a donné pour organiser la jeunesse de ma commune à l'époque, je sais. Les frais d'émission au quotidien, je sais combien c'était. À plus forte raison, au niveau de la présidence. Il faut arrêter de nous raconter des conneries ici, ouais. La salle, comme la même salle que vous devez transporter. Il va rester sale. Tu racontes ta vie. Vous n'allez pas nous avoir cette fois-ci. Bon. Parce que nos yeux sont ouverts. Bon, maintenant là, on a qu'à être honnête. Il parle pour qui ici maintenant? Est-ce que c'est pour lui-même il parle? Est-ce que c'est pour Gbagbo Lora il parle? Nos yeux sont ouverts. Donc, idiot, tu étais président des jeunes patriotes, tes yeux n'étaient pas ouverts. Mais lui-même, en parlant ici, là, il est en train de s'incriminer ici. Il est en train de s'accuser lui-même. Donc, il a volontairement manipulé des jeunes gens parce qu'il avait les yeux fermés. Il les a conduits des jeunes gens à la mort. Les jeunes gens là, merci, les jeunes gens qui étaient dans les quartiers, qui sortaient, qui faisaient les barricades là. Donc lui, il avait les yeux bandés, il était aveugle, puisqu'il dit que c'est maintenant que lui voit clair. Donc à cette époque-là, quand il demandait aux jeunes gens de barricader les quartiers, d'empêcher par tous les moyens que les véhicules de l'ONICI, c'est ça? Ouais, l'ONICI, ouais, circulent en Côte d'Ivoire, il avait les yeux bandés, il ne savait rien. Donc, quand il prenait son matelas pour dire on va aller veiller au plateau à la présidence, il mobilisait les jeunes gens. Donc, il était naïf, il connaissait rien. C'est ça qu'il dit ici. J'ai dit, petit, tu es tellement bête, quand tu parles souvent, tu te rends même pas compte que des bêtises que tu dis souvent. Bon, si je parle trop, je vais lui donner des conseils, il dit-il alors qu'il n'a pas payé. Je vais m'arrêter là. Donc, ouais, la machette, merci. La machette, c'est lui qui avait, mais c'est pas à cause des propos que lui tenait que des gens ont été tués, que des mosquées ont été attaquées, que des femmes ont été violées chez elles. C'est pas à cause des propos qu'il tenait. Indirectement, c'est la même chose. Il y a une relation. Je vais conclure ici et puis on va parler de Notre-Dame-Sam. Donald Trump a subi 2 tentatives d'assassinat en 2 mois. Les Américains, tous sont unanimes que c'est la rhétorique, c'est-à-dire le fait que les démocrates disent que Donald Trump est une menace pour la démocratie, que Donald Trump va détruire la démocratie américaine. Donc, les gens, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle que Donald Trump est une menace véritable pour les États-Unis. Donc, il y en a qui ont décidé d'éliminer Donald Trump pour ne pas que les Américains tombent, pour ne pas que les États-Unis ne sombrent dans le chaos. Donc, en tuant Donald Trump, ils vont faciliter la... Mais pourquoi décider de tuer Donald Trump? À cause des propos tenus par les démocrates. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ils demandent aux démocrates de modérer leurs propos, d'arrêter ce qu'ils disent, mais ils continuent toujours avec la même rhétorique. Il est contre la démocratie, il est contre la démocratie, et c'est ce qui a, je peux dire, c'est ce qui a enflammé même le désir de le tuer, à 2 reprises. Alors, ça, vous ne pouvez le comprendre que quand vous suivez la campagne présidentielle aux États-Unis. Maintenant, ramenons
l'analyse que j'ai faite des démocrates par rapport aux tentatives d'assassinat de Donald Trump. Ramenons ça en Côte d'Ivoire en 2010. Les propos de Charles Blé Goudé ont incité les jeunes patriotes dans les différents quartiers d'Abidjan à ériger des barricades, à contrôler. Ils étaient devenus des agents de contrôle. Quand vous avez une pièce d'identité étrangère, tout de suite, vous êtes léché, vous êtes tué, on vous met les pneus, on verse l'essence, on vous tue. C'est Charles Blé Goudé. Il n'a pas dit aux gens de le faire, mais les propos qu'il tenait encourageaient les gens à avoir ces gens de pratique. C'est la même chose quand le président américain dit de la Trump, il faut l'écarter par tous les moyens. Et quelqu'un se lève et dit, moi je vais le tuer. Mais c'est le président qui est à l'origine. Donc Charles Blé Goudé, je ne sais pas que tu étais aussi idiot que ça, je te donnais une petite dose d'intelligence, mais tu ne méritais même pas ça. Tu ne sais pas qu'en politique, tenir des propos, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi je vous dis toujours que moi, je ne veux pas un poste officiel? Parce que si vous voulez que moi j'ai un poste officiel, tous les propos que j'ai tenus par le passé, ils vont me suivre. Donc, peuvent motiver d'autres personnes par rapport à d'autres choses, des choses que personne ne sait. Et si j'occupe un poste officiel, tout propos que je vais tenir au regard de ma popularité peuvent nécessairement entraîner des conséquences. C'est-à-dire, il peut y avoir une mauvaise interprétation comme une bonne interprétation des propos que je tiens. Quand lui, général de la rue, il parle, les gens ont barricadé dans les quartiers. Ils avaient des gourdins, ils avaient des machettes, ils avaient des pneus, ils avaient de l'essence. Ils faisaient irruption dans les mosquées. Ils violaient les femmes devant leurs enfants et puis tuaient leurs... On a les témoignages. Mais Charles Blé Goudé, tu crois que c'est vrai, même si la CPI t'a innocenté, mais il y a des cours de justice qui verront les choses autrement. Donc ta grande gueule, il faut la fermer. Tu as motivé des jeunes gens. Tu ne leur as pas dit allez faire, mais tes propos les ont motivés à aller à l'extrémité, à aller à l'extrême gravité, à commettre des crimes horribles. Tu n'es pas blanc, petit. Tu n'es pas blanc comme neige, tu n'es pas innocent comme tu veux le faire croire. J'ai passé 10 ans de ma vie à la CPI. C'est la libération de Laurent Gbagbo qui a été bénéfique pour toi. Selon la manière dont tu t'exhibais et tu invitais les gens à commettre des bêtises, mais si tu étais jugé seul, tu ne serais jamais revenu en Côte d'Ivoire. Si tu avais été jugé sans Laurent Gbagbo, moi je joue au nom de Dieu, tu ne serais jamais revenu en Côte d'Ivoire. Tu allais te condamner d'une manière ou d'une autre. Parce que les preuves sont là. La RTI est là. C'est encore disponible sur les réseaux. Faut pas venir nous croire des bêtises ici, nos yeux sont ouverts. Donc, le fait que tu dises nos yeux sont ouverts est déjà évocateur. Cela veut dire que par le passé, tu as fait des bêtises et tu reconnais que dans le passé, tu as fait des bêtises et maintenant, tu n'es pas prêt à refaire les mêmes bêtises. Sinon, pourquoi tes yeux seront ouverts aujourd'hui, dont tes yeux ne l'étaient pas hier? Si tes yeux ne l'étaient pas hier, quand il dit nos yeux sont ouverts, attention, je vais vous amener à comprendre le langage politique. Il ne parle pas des yeux globuleux que nous avons, il parle de l'esprit, les yeux de l'esprit. L'esprit comprend, la raison comprend. Avant, on ne comprenait pas, on ne voyait pas. L'esprit était aveugle. Maintenant, l'esprit voit. Parce qu'il marche à Ouattara maintenant, l'esprit voit. Il n'est plus avec Gbagbo maintenant, l'esprit voit. Il a trahi Gbagbo, l'esprit voit maintenant. Quand il dit, maintenant on voit clair là, c'est pas les yeux, c'est pas par rapport aux yeux, il parle, hein. Non. Lui-même, il sait, je suis son pire cauchemar. Son pire cauchemar. C'est pas par rapport aux yeux, il parle par rapport à l'esprit. Moi, j'ai honte à sa place. J'ai honte à la place de Charles Blé Goudé. Qu'il apprenne à fermer sa gueule de temps en temps, c'est important.
qu'il arrête de dire des bêtises. Il n'est pas blanc comme neige. Il n'est pas blanc comme neige. Ouattara n'a pas de responsabilité dans la crise. Ça, c'est certain. Mais lui-même, Blé aussi. Mais pour que la crise devienne aussi dramatique, c'est parce que des jeunes gens avaient pris contrôle des communes sur instruction explicite de Charles Blé Goudé de barricader l'accès des quartiers à l'ONUCI. Mais quand il dit l'ONUCI, ça veut tout dire. Les gens se sont mis à contrôler, ils arrêtent les taxis, ils regardent même si la carte datée, si tu n'es pas ivoirien, on te fait sortir du taxi, et puis on te tue. Alors, moi je pense que ce livre-là est un très bon livre. Si ça n'arrange pas, c'est toi que ça n'arrange pas, mon ami. Apprenez à lire avec intelligence. Il dit, on donnait l'argent. Et toi, tu ne veux pas que les Africains sachent que leur président donnait de l'argent. Les présidents français qui donnaient des ordres aux Africains, et toi, tu ne veux pas qu'on sache que les mêmes présidents africains qui ont financé la campagne d'un président français, c'est ce même président français qui vient donner des ordres à ces présidents africains. Tu ne veux pas qu'on parle de ça? Toi, tu es quel genre de personne? Maman et Jawara, tu ne veux pas qu'on parle de ça? Est-ce que ça va un peu dans ta tête? Je te manque pas de respect, mais est-ce que tu penses que ça va dans ta tête? Un pays comme le Burkina qui est pauvre va donner jusqu'à $1 million pour l'élection d'un président français. Et c'est le même président français qui va encore insulter le président burkinabé. Et toi, tu estimes que ça n'arrange pas. Pourquoi la vérité vous gêne tant? Pourquoi dire la vérité vous pose un problème? Pourquoi dire la vérité vous pose? Le seul président africain, même pas au fouet, le seul président africain qui formait le gouvernement français, et le gouvernement français, c'est lui qui donnait ses propres ministres, c'est Omar Bongo. C'est pourquoi ils l'ont liquidé avec le sida. C'est Omar Bongo qui choisissait, si un gouvernement qui doit être formé, Omar Bongo a ses ministres dedans. Des gens qu'il choisit lui-même, et puis il propose. Alors, est-ce que si, attends, moi, vraiment, vous les Africains, vous avez des sérieux problèmes. Voilà un président gabonais, Omar Bongo. Chez lui, il est assis, et c'est lui qui décide de la composition du gouvernement français. Et toi, tu dis ça n'arrange pas l'Afrique. Donc, tu ne veux pas qu'on sache ce que nos chefs d'État, et la même pratique ne continue pas aujourd'hui. Alassane Ouattara n'est-il pas en France? Les mêmes déjeuners dont le monsieur Bourgi parle, les mêmes déjeuners, c'est pendant les déjeuners à l'Élysée que les décisions se prenaient. C'est pas les mêmes déjeuners qu'Alassane va négocier tous les jours en France. Tu veux pas qu'on parle de ça? Tu veux pas que nos enfants sachent que nos anciens présidents, voilà ce qu'ils ont fait? Un peuple sans histoire est une personne sans âme. Donc je te demande de réfléchir à ça. Jawara, un peuple sans âme, un peuple sans histoire, pardon, est une personne sans âme. L'histoire est l'âme des peuples. L'histoire permet de savoir d'où nous venons, où nous allons. Seule l'histoire permet de comprendre ces choses. Et toi, tu dis ça ne sert à rien. Peut-être que tu ne sais pas lire, ou peut-être que lire te pose un problème. Mais nous, on prend le temps de lire.